Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invité cette semaine est étudiant au doctorat en nutrition et athlète de CrossFit international. Il oriente sa recherche scientifique en nutrition comportementale afin de briser les tabous nutritionnels. En tant qu'athlète, selon le site web crossfit.com, en 2025, il est 3e au Canada, 13e en Amérique du Nord et 29e au monde. Veuillez accueillir Benoît Boulanger. Benoît Boulanger, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci de l'invitation, merci. Dans une carrière sportive, il y a des très hauts et des très bas. Ouais. Dernièrement, tu as subi une opération au genou. Ouais. On peut dire que tu vis quand même un bas. Ouais, un bon bas. Par contre, est-ce qu'il y a un moment de ta carrière sportive que tu vas te rappeler toute ta vie, que tu pourrais te dire, hey, aux yeux du monde, là, ils pensent que c'est insignifiant, c'est banal, mais que pour moi, ça a vraiment marqué ma carrière sportive? 100%. Ouais, il y a des moments précis, il y en a plusieurs, je pense, à travers ça, mais comme vu que j'ai commencé dans la catégorie ado, on appelle ça la catégorie teen, puis tu sais, je faisais des compétitions à travers les États-Unis, là, pas à travers le monde, mais dans cette catégorie-là, il y a un moment vraiment marquant où j'étais dans une compétition que la première, c'est plusieurs épreuves, une compétition de CrossFit. Puis la première épreuve, mon chip timer, là, fait que ce qui permet d'avoir un score pour passer à la ligne d'arrivée, ne fonctionne pas. Puis malgré que j'ai gagné l'épreuve, je finis dernier. Puis là, ce bug-là reste au courant de toute la fin de semaine. Puis j'ai beau mettre en appel la décision, tout ça, ça prend du temps. Mais je le sais que ça va revenir, ces points-là, normalement. Mais à travers la fin de semaine, ils ne sont pas cumulés les points que j'ai gagnés dans cette épreuve-là. Puis c'est littéralement 0 versus 100 points. C'est énorme. Fait que toute la fin de semaine, je suis en dehors du radar de tout le monde. Puis je ne m'attendais pas non plus à être dans le radar. J'étais dans mes premières compétitions internationales. J'étais contre des gars que je connaissais, que j'admirais dans la catégorie ado, qui faisaient les mondiaux, puis pas moi. T'sais. Puis dans ce temps-là, j'avais non plus pas d'aspiration du tout de faire une carrière là-dedans. 0-0. Ça faisait juste avoir du fun puis pousser le plus loin que je pouvais. Puis c'est vraiment le moment où, à travers la compétition, j'ai pas d'attente, rien. J'ai même pas mes 100 points, fait que je m'en rends pas vraiment compte, mais que je me battais pour le podium, finalement. Puis à la fin de semaine, quand je reçois ces points-là, puis que tout unfold, ben là, je suis podium à une des plus grosses compétitions ado. Puis là, comme ça me marque, puis là, ça me fait réaliser que réellement, à ce moment-là, c'est là que ça m'a comme touché le genre de si tu y crois, pratiquement tout est possible, t'sais. Puis ça, c'est un déclic qui a fait que j'ai fait OK, ben je peux tout faire. Je peux aller au championnat du monde adulte. Je peux faire ça de ma vie. Je peux gagner de l'argent avec ça. Alors qu'avant, c'était clairement impossible pour moi. C'était quelque chose qui se pouvait pas. Fait que ça a été un déclic fort quand même, ça, qui a été un haut, mais qui a été à travers un bas parce que cette compétition-là, le fait que je sois 100 points derrière tout le monde, ça a été dur de me motiver à pousser à toutes les épreuves, mais je gardais la bonne mentalité, je pense. Puis c'est là que ça m'a montré que c'est payant énormément de ne pas abandonner, de toujours croire que ça peut arriver, de croire que ces points-là vont revenir, que ça va être réglé. Fait que de toujours croire que c'est possible. C'est là que ça l'a tout décliqué. It's not over, still it's over. Exact, ouais, pile. Et dans le fond, de se motiver quand tu sais pas ça va être quoi, c'est juste de toujours donner son 100%. Là. Puis la phrase clé de ça, c'est de ne pas être dépendant du outcome. Fait que le résultat, mon bonheur, mon identité n'est pas dépendant du résultat du outcome. De la même façon que je traite ma blessure, de la même façon que je traite quand je fais une qualification pour les championnats du monde puis que je réussis pas, sur la ligne de départ, j'ai accompli pratiquement tous mes objectifs. De préparation, de confiance, de préparation physique, de préparation mentale. Je me mets dans les meilleures positions pour vivre la meilleure performance de ma vie, qu'elle arrive ou qu'elle arrive pas. Mais à ce moment-là, je suis capable d'avoir le sourire, d'en profiter, d'être satisfait parce que je ne suis pas dépendant du outcome, parce que l'outcome n'est pas juste dépendant de moi. Il est dépendant des autres,
il est dépendant de la température, de mon corps, comment il va se sentir, comment je vais réagir à l'effort. Il y a tellement de facteurs que sur le coup, tu contrôles pas tout, qu'à partir du moment que je suis à la ligne de départ et j'ai tout fait, genre, je suis prêt à ça. Fait que, dans le cas d'une blessure comme ça, c'est un peu le même principe. C'est tellement incertain qu'est-ce qui peut arriver suite à une opération comme ça. Autant qu'il y a une chance sur 1 million que je me réveille pas de l'anesthésie générale pour l'opération, ben, ça reste quelque chose qui est hors de mon contrôle, qui peut arriver. Puis c'est de tout le temps avoir cette mentalité-là qu'il n'y a rien de garanti. Donc, je ne dois pas être dépendant du outcome. Je dois être dépendant, entre guillemets, du processus puis de comment je le vis. Puis c'est quétaine, mais je trouve que ça s'applique bien quand, justement, tu deviens justement indépendant du outcome. Tu es comme, OK, j'ai pas besoin de la médaille pour avoir tous les bénéfices du processus d'avoir la médaille. Tu comprends? Oui. Mais quand on est jeune, c'est tough. Oui, c'est tough. À acknowledge, je pense. Puis on est beaucoup dans la frustration. Puis, tu penses-tu que ça t'aide à te déstresser? Oui, c'est sûr. Puis le stress, puis la réponse au stress, t'en veux une partie. T'sais. Ça active le sympathique, ça te permet d'avoir une meilleure réaction, une meilleure acuité. Il y a plusieurs bénéfices, entre guillemets, au stress, mais il doit être contrôlé. T'sais. Puis pour moi, ça se définit par me mettre dans un état spécifique pré-compétition. Fait que, le flow state, là, le moment où tu sens que tu as juste assez de stress pour décupler tes performances, puis juste en dessous pour pas avoir de l'effet néfaste du stress de, mettons, trop forcer pour un mouvement qui en vaut pas la peine, pas être fluide, pas être rapide dans ses mouvements, etc. Ce genre d'équilibre-là, mental et physique, ben c'est ça que tu essaies de recréer à chaque fois. T'sais. Puis c'est un saint graal, c'est comme la plus belle chose. Puis le but, c'est de s'en rapprocher. Puis de penser qu'à chaque fois on y touche, c'est faux. Là. Même dans des vraiment bonnes performances où tu réussis à gagner une épreuve, il y a des affaires que tu changerais, il y a des affaires qui seraient un peu différentes. C'est hyper rare que tu touches ce saint graal-là. Mais dans une carrière sportive, ça arrive. T'sais. Puis j'ai plein de collègues, même du monde meilleur que moi, qui sont dans des gros niveaux de compétition au championnat du monde, tout ça. Puis qui racontent ça. Ah, ce moment-là, je le sais, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. J'étais dans le flow state parfait, puis je sentais rien, puis c'est comme, OK, ben les prochaines fois, je vais toujours essayer de me remettre le plus proche possible de cet état-là, même si ça va pas nécessairement arriver. Connais-tu le livre Le champion dans la tête? Je le connais, mais je l'ai jamais lu. OK. Mais eux, le concept expliquait, le flow state, eux, ils appellent ça la zone. Être dans la zone. Puis, tu sais, mon meilleur tir au biathlon, demande-moi pas ce qui est arrivé, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. J'étais tellement dedans, mécaniquement, sur le coup. Puis, tu sais, au nombre de... Moi, j'utilise souvent ça avec mes athlètes, puis probablement que toi aussi. On fait tellement... Quand tu arrives à un certain niveau, tu fais tellement de courses, tellement de compétitions, tellement d'entraînement que tu peux pas être parfait à chacune. Ouais, exact. Et là, tu sais, en CrossFit, vous avez plusieurs épreuves. Ouais. Tu peux avoir comme... Tout fonctionne ou tu peux en avoir une qui fonctionne pas ou tu peux juste en avoir une qui fonctionne cette fin de semaine-là. Ouais. Puis, ça fait partie de la game. Ah oui, exact. Puis je pense que c'est par l'expérience que tu réalises ça. Fait que c'est en compétitionnant au final que tu développes ça parce qu'au début, même moi, je me rappelle, chaque compétition devenait un peu justement le moment clé de mon année parce que j'en avais très peu. Puis ça fait monter toute la pression, ça fait monter toute la fausse importance que j'y accorde à ça, tu sais. Parce que dans l'absolu, je jouais pas d'argent, je jouais pas d'honneur, je jouais juste parce que je voulais faire ce sport-là puis compétitionner, tu sais. Mais le fait de réaliser qu'avec l'expérience, que c'est juste une autre épreuve, c'est juste une autre compétition, sans diminuer l'importance ou l'effort que tu vas y mettre, mais en te détachant du résultat le plus possible, puis de vraiment focusser, OK, comment je recrée le processus pour me rapprocher de ça. Il y a de quoi hors de mon contrôle qui a fait que mon ski a pété dans mon biathlon. Ben OK, c'était hors de mon contrôle. J'ai tout fait pour la meilleure performance. Je peux quand même être fier de moi de cette compétition-là. Puis j'apprends de, OK, la prochaine fois, il faut que je check s'il est sur le bord de péter. Tu sais, des niaiseries de même que tu apprends toujours. Puis à force de l'expérience, ben c'est là que tu développes un peu cette capacité de te mettre plus facilement dans ce flow state-là. Parce que quand tous les stakes sont super élevés puis tu es hyper nerveux, ben là, c'est impossible de se mettre dans cette zone-là. Là. Y a-tu, au niveau de la planification annuelle, mettons, d'un athlète de CrossFit, y a-tu des compétitions, est-ce qu'elles sont toutes importantes ou il y en a que c'est comme, ici, je viens juste tester puis me préparer à un autre?
Ça dépend de ton niveau, mais oui, là, ils ont des différents niveaux d'importance. On est dans un gros changement quand même dans le monde du CrossFit. Avant, c'était vraiment axé sur le chemin vers le championnat du monde. Fait que de février à août, tu avais 3 à 4 stages de compétition qui commençaient en ligne. Ça a toujours été le cas au CrossFit. Nos premières épreuves de qualification sont toujours dans notre gym, filmées avec un juge. Puis tu progressais à travers l'année aux différents stages de compétition, open, quart de finale, semi-finale, pour te qualifier pour le championnat du monde. Puis avant, c'était tout ce qui comptait. Toutes les compés ailleurs, c'était beaucoup pour professionnaliser le sport, faire de l'argent. Il est arrivé des choses dans les dernières années qui font que ça a perdu de son importance quand même, les championnats du monde. Puis il y a une nouvelle ligue qui s'est créée en parallèle qui, elle, se veut sur un format complètement différent. Tu sais, le championnat du monde, comme je t'expliquais, c'est une gradation. La ligue, c'est 3 moments clés, dont 2 où tu accumules des points pour te qualifier pour le 3e, qui est la finale. Puis ça l'augmente en grosseur, les événements, mais c'est 2 événements sensiblement identiques où tu viens accumuler des points. Puis tu dois être présent aux 2 pour pouvoir accéder au 3e. Fait que c'est 2 phases. Puis dans les 2 cas, tu es payé, mais il y en a un que tu es payé à la performance, puis il y en a un que tu es payé par la présence. Fait que tu te bats comme dans la NBA, tu es déjà payé pour jouer, pour faire le spectacle, mais tu n'es pas payé si tu fais... Tu es un peu plus payé si tu fais des meilleures performances, mais c'est pas basé là-dessus. Fait que c'est 2 formats aussi. Fait que tu sais, en ce moment, là, cette année étant la première année que les 2 coexistent, ben, il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Fait que ça dédouble aussi les opportunités. Ça dédouble. Fait que ça, c'est très positif pour nous autres. Mais pour le viewer, tout ça, c'est de plus en plus compliqué de suivre tout le monde parce que justement, on est des endroits différents. Puis à travers ça, tu as d'autres compétitions comme Miami, Dubaï, les Rogue Invitational qui sont une compétition en Irlande. Fait que c'est toutes des compétitions qui ont beaucoup d'argent au bout aussi, qui n'ont pas de lien avec ces 2 cursus-là, mais qui sont tout aussi importantes. Fait que chacun choisit maintenant où est-ce qu'il va vouloir donner son maximum. Puis après ça dépend de la période de l'année, de quand tu te blesses, qu'est-ce que tu manques. Ça fait partie de la game. Là. Tout le monde vit avec ça un peu. Là. C'est quand la grosse saison? Y a-tu des mois de break ou c'est... Ben, c'est ça. C'est qu'avec cette nouveauté-là, il n'y en a plus vraiment parce que tu as la saison de février à août qui est le championnat du monde. Avant, c'était la saison morte à partir de septembre jusqu'à février. Tu avais une période avec des compétitions Dubaï puis Miami qui étaient des compétitions qu'on appelait off-season. Ben maintenant, la ligue, elle est intercalée. Fait que ça fait qu'au final, on regroupe presque l'année au complet. Puis en plus de ça, tu as les compétitions comme Dubaï, Miami, Rogue qui sont encore plus grosses qu'ils l'étaient avant. T'sais, les Rogue, leur prize purse, celle en Irlande, est aussi gros que le championnat du monde. OK. Fait que ça vient... Ça va à peine d'y aller, là. Ben oui, c'est ça. Fait que ça vient difficile pour les athlètes de choisir. La renommée du championnat du monde qui diminue en plus. Le fait que d'autres compétitions valent plus cher. Elle est dans la période de off-season. Mais c'est plus vraiment une off-season. Si elle vaut aussi cher que le championnat du monde. Fait que là, ça devient quand même quasiment une saison continue qui arrête jamais. Fait que c'est pour ça que ça dédouble les opportunités. T'sais, là, je me suis blessé. Je suis out pour 6 mois. Mais il faut quand même que j'ai beau rater, je sais pas, 6 opportunités, ben il y en a 6 autres le mois qui suit de quand je peux revenir. T'sais. Fait qu'au final, il faut rester quand même, il faut se calmer le pompon puis te dire, OK, on règle ça comme il faut, puis on repart comme il faut quand ça va être le temps. Tu as découvert ça comment, le CrossFit? Ça a commencé par le foot. J'étais un joueur de foot au secondaire. J'avais beaucoup de... J'étais dans 2 gangs, moi. Je faisais la comédie musicale, puis je faisais du foot. Fait que j'avais vraiment 2 pas à ma vie. Puis ça faisait que le foot était un milieu hyper... Je le dis tout de suite, puis personne ne va être surpris, mais genre homophobe, puis tout le kit. Là. Ça faisait énormément de clash. Puis... À fond, t'es un Troy Bolton. Là. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est qu'au secondaire, j'ai joué dans High School Musical. Fait là, c'est comme... C'est le summum, là. Mais en sortant de secondaire, j'arrive au cégep. Puis là, je décide de continuer. Puis j'ai tout le temps été obsédé par mes objectifs sportifs. Tu vas le réaliser rapidement. Là. Mais fait que là, je me donne à 100% dans le football. Puis quand j'arrive au premier entraînement du collégial D1, je réalise que c'est pas là que ça va jouer pour moi. Là. Puis les gars sont plus gros, plus vite. J'ai beau avoir tout donné dans l'entraînement préparatoire. Je le sens pas que je suis autant passionné que les autres par ça. Puis je réalise que j'ai de la discipline à revendre, mais on dirait que ça ne fitera pas avec ce sport-là ou ça va pas me fulfill au complet. Puis je me blessais vraiment régulièrement. Les gars me matraquaient. Là, je me faisais exploser. Fait que j'ai fait OK, je change de sport. Je prends une pause de ça. Je commence les sports de combat.
là, je vais faire ça hyper court parce que ça faisait aucun sens que je fasse des sports de combat, là, littéralement. Mais en faisant ce sport-là, la porte de garage est ouverte, puis je vois un gym de CrossFit l'autre bord. Puis là, je réalise c'est quoi le CrossFit. Je réalise que ma soeur, elle commence à en faire aussi. Fait que là, elle m'en parle. Puis là, je vois à travers ça qu'est-ce qu'ils font eux autres. Puis là, je suis comme, hey, c'est malade pareil. Moi, la partie que j'aime des sports de combat, du foot, c'était le grind, à proprement parler. C'était l'entraînement, la préparation. Puis eux, leur sport, c'est la préparation. J'étais comme, wow, c'est épique. T'sais. Puis là, je les voyais se mettre dans l'énorme panne complète, là, à payer leur vie pendant des 10, 15, 20 minutes. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est hot. Puis là, tu compétitionnes là-dedans. Fait que c'est comme, qui est-ce qui se rend le plus loin? Puis c'est que je trippais. Fait que là, j'ai commencé ça. Puis j'ai eu la piqûre, là, instant. Là. Je pense que je faisais 2 entraînements par jour après 1 an que j'avais commencé le CrossFit. J'étais fou. Là. Mais tu sais, c'est classique. Erreur de débutant. Là. On s'entend que c'est vraiment pas une chose à refaire, ce que je viens de dire, mais j'étais obsédé, je trippais. Dans la préparation physique, c'est quoi qui te fait tripper? Te dépasser ou le côté un petit peu plus analytique, de la technique, puis de s'assurer d'avoir un très bon mouvement? Je pense, tu sais, un peu comme je parlais tantôt, le genre le processus de se rendre à une forme physique ou une performance X jusqu'à une performance Y, puis de littéralement, quand tu es dans le présent, de dire hey, c'est impossible que je peux faire ça, mais que mathématiquement, puis par la préparation linéaire que tu peux faire, qui n'est pas linéaire, là, mais de dire que ah, OK, dans 6 mois, je peux accomplir ça, puis de le faire une première fois, c'est là que tu as un déclic addictif. Là. C'est là que tu fais comme OK, en 6 mois, je peux passer de tant de temps aux 5 kilos à tant de temps. Puis c'est la préparation qui me mène là, c'est l'alimentation, c'est le sommeil. Le corps s'adapte. Hey, où c'est que ça peut se rendre, cette histoire-là? Fait que là, c'est ça qui devient comme complètement addictif de juste OK, je pousse ça le plus loin possible. Puis le CrossFit, c'est super ça parce que tu fais de la course, du vélo, de la natation, tu fais de la gymnastique, de l'haltérophilie, du powerlifting. Tu mélanges ça ensemble, tu fais des machines puis des dumbbells de gym. Puis tout ça est mixé. Fait que tu peux aller pousser ces petits pistons-là de la performance puis faire ces progressions-là 1000 fois par année, sans arrêt, sur 1000 mouvements. C'est comme ça feel infini ce que tu peux développer. Fait que tu vois pas de fin. Fait que ça, c'est ça qui me fait triper, je pense, dans la préparation physique en général. T'sais. La diversité du CrossFit, c'est ça qui t'a plus attiré, mettons, que le powerlifting? Ouais, ben oui, c'est clair. C'est clair. Il y a le fait aussi que je serais complètement nul en powerlifting. Là. Ça, les gens qui vont écouter ça, qui me connaissent, le savent. Mais c'est ça qui me faisait triper versus, mettons, juste la course. Ou même le triathlon, j'étais comme, c'est vraiment cool, le fait qu'il y ait 3 disciplines. Mais encore là, on dirait que je n'aurais pas assez de juste faire du vélo, de la course, de la natation. Je voudrais soulever des poids, tu sais. Puis la mode est à ça en ce moment, les hybrid athletes. Tu as dû voir ça passer 1 million de fois, mais tu sais, c'est comme de vouloir soulever et faire du cardio. Mais le CrossFit, c'est ça. Ça teste même le mix des deux ensemble. On peut faire des épreuves où tu es en train de soulever des charges, essoufflé, tu sais, puis c'est ça le but, puis c'est le premier qui finit. Puis fait que ça, je pense que ça m'attirait beaucoup, la diversité, mais beaucoup aussi le fait que par la diversité, tu as une opportunité de t'améliorer qui est beaucoup plus grande aussi, tu sais. Je sais pas moi, tu as mal au dos, ben, tu peux faire des épaules. Tu as mal aux épaules, tu peux faire du squat. Puis tu peux tout le temps améliorer chacune de ces sphères-là de ton fitness. Là. Puis, pour le monde là, qui le savent pas, là, comme précisément, c'est quoi la différence entre le CrossFit et le powerlifting? Le powerlifting, c'est une partie du CrossFit. T'sais. Fait qu'au final, le powerlifting, c'est le squat, bench, deadlift, qui est 3 major lifts. Au CrossFit, c'est vraiment d'intégrer toutes les sphères de, par exemple, le powerlift, l'haltérophilie, fait que le snatch puis le clean and jerk, à des aspects de gymnastique, que ce soit sur la barre, sur les anneaux. Toujours dans un processus de tester l'endurance ou de tester la puissance ou la vitesse, jamais dans un aspect de juger la beauté d'un mouvement, par exemple. Puis tu rajoutes à ça les machines de cardio, rajoutes à ça la course, le vélo, la natation. Puis tu fais un mix de tout ça, puis tu testes le fitness des athlètes sur 3 à 4 jours avec toujours des épreuves différentes. La définition même du CrossFit, c'est de tester le fitness à différents niveaux d'intensité, dans différentes modalités. Fait qu'on parlait des différentes modalités, puis dans différents time frames. Que ce soit 1 minute, que ce soit 20 minutes ou 3 heures. Tout ça, c'est déjà fait dans une compétition de CrossFit. Fait que c'est d'être le plus en forme possible au final. On dirait le décathlon version année 2000.
Exact. Puis le décathlon, c'est toujours les mêmes épreuves. CrossFit, c'est jamais les mêmes épreuves. Fait que c'est ça un peu la grosse différence aussi. T'sais. OK, parce qu'au décathlon, mettons qu'ils font... Décathlon, c'est 10 épreuves, toujours les mêmes. Puis quand tu fais ta compétition, tu as tout le temps la même séquence où tu fais les 10 épreuves. Puis tu as un score cumulé sur ces 10 épreuves-là, ces 10 scores-là. Nous, au CrossFit, c'est souvent des mix modalités. Fait que je fais une épreuve d'anneau avec de l'haltérophilie. Le soir, je peux faire une épreuve de course avec du clean en haltérophilie. Puis après ça, le lendemain, je fais une autre épreuve, j'accumule des points. Puis ces épreuves-là sont toutes différentes de la dernière compétition puis de la prochaine. OK, le mix des épreuves d'une compé, c'est souvent c'est les mêmes ingrédients, mais ils sont jamais mis dans le même ordre. Exact. Puis il y a genre 300 ingrédients, mettons. OK. Fait que c'est super varié. Puis les compétitions, même, ils ont un plaisir à réinventer des ingrédients, réinventer des mouvements, changer le stimuli, comment tu mets le standard. Parce que, tu sais, on fait, mettons, des squats. Il faut mettre un standard au squat. La hanche plus basse que le genou, déplier en haut, la ligne entre le genou, la hanche puis l'épaule. Mais est-ce qu'on peut le faire avec un sac? Est-ce qu'on peut le faire avec un sac ici? Est-ce qu'on peut le faire avec une barre? Est-ce qu'on peut le faire avec quelque chose au-dessus de la tête? Tu sais, c'est comme le même ingrédient peut être défait en plusieurs façons. Puis ça, c'est ça la beauté de notre sport. Il y a un aspect très créatif d'en faire une épreuve de CrossFit. Tu sais. Parce qu'on veut qu'elle soit différente, on veut qu'elle teste différemment les athlètes. Puis il y a aussi même un côté de reprendre un test qui a déjà été fait dans le passé, puis de voir aujourd'hui, 10 ans plus tard, comment les athlètes réagissent, comment les athlètes le stratégisent, comment ils se sont rendus plus efficaces sur le vélo, plus efficaces sur le dumbbell, peu importe. Puis quand tu parles de gymnastique puis les anneaux, tu parles des pull-ups, des tractions à barre? C'est, par exemple, mettons, c'est exact, des pull-ups, des barres muscle-up, fait que tu passes par-dessus la barre. Il y a la même chose avec les anneaux. Il y a des dips aussi avec les anneaux, fait que juste la descente puis la montée. Il y a des toes to bar, fait que tu viens donner un swing puis toucher les pieds aux anneaux, toucher les pieds à la barre. Sinon, il y a même eu des mouvements de gymnastique sur les anneaux plus complexes. Là, il y a eu une année aux mondiaux qui ont fait des handstand push-ups sur les anneaux. T'sais. Fait que tu flippes par en bas, tu mets tes pieds sur les straps puis tu presses. Ça s'est pas refait depuis, mais c'était dans le but de tester la capacité d'adaptation des athlètes parce que pratiquement personne n'en avait jamais fait. Tout le monde avait, entre guillemets, la capacité physique de le faire. Puis t'arrives le matin, mais la veille... Ça dépend des compés. Tu peux l'apprendre la veille. Aux mondiaux, c'est ça leur plaisir. C'est le plus tard possible. Puis dans les autres compétitions, souvent, tu le sais la semaine avant. Okay. Pour comme soit amener le bon équipement, même pouvoir le pratiquer un petit peu à la maison. Les risques de blessures et tout. Là. Exact. Mais ça fait partie d'un sport aussi fou que le CrossFit. Là. C'est prompt aux blessures un peu à cause de ça aussi. C'est quoi la différence entre le CrossFit et l'Irox? IROX, ça pourrait être considéré comme un workout de CrossFit. OK. Le IROX, c'est une course avec 8 stations séparées par 8 fois 1 km de course. Chacune des stations, c'est des mouvements qu'on fait au CrossFit. Chacune. La course aussi, c'est un mouvement qu'on fait au CrossFit. Fait que nous, une course IROX, ça pourrait être une épreuve parmi les 9 qu'on peut avoir au championnat du monde ou dans une fin de semaine de compétition. Facilement. Le IROX, c'est toujours la même course. Fait que ça se veut un peu à l'opposé du CrossFit de dire on va toujours tester la même chose, mais dans le même type de mix modalité. Fait que, tu sais, on a un peu de force, on a un peu de force de bras, on a un peu de force de jambes, puis on a toujours de la course. Fait qu'il y a une grande partie cardio, il y a des machines de cardio, il y a des mouvements plus de précision comme le wall ball, d'endurance. Fait qu'il y a un mix de beaucoup de choses. Tu viens aussi tester ta capacité à clairer de l'acide lactique à travers la course. Ça vient tester plusieurs types de modalités, comme je le disais. Mais ça peut être... Nous autres, pour nous, c'est juste un workout. T'sais. C'est juste qu'ils ont standardisé le workout pour pouvoir le répéter. Puis de genre justement pouvoir comparer les temps, pouvoir le faire partout à travers le monde, pour faire un championnat du monde qui évolue. Fait, ce qui est quand même cool. Là, j'adore. J'ai aucune haine contre le IROX. Là, souvent, on a cette petite dichotomie-là, vu que les gyms, des fois, ils sont soit IROX, soit CrossFit. C'est le même équipement, fait que tu peux faire les deux au même endroit. T'sais. Mais je vais probablement en faire un jour, là, c'est clair. Là. C'est l'innovation. C'est de l'innovation du sport, puis ça fait bouger du monde. Fait que... Ben oui. C'est le cœur en titre aussi. Il y en a qui sont tannés que le CrossFit change tout le temps. Ils sont tannés de tout le temps pouvoir comparer avec un workout identique. Parce que ça crée un biais aussi. Tu peux avoir une bonne programmation pour toi puis une mauvaise programmation pour toi. Fait que tu peux être autant en forme puis plus ou moins bien performer. Mais ça fait partie de notre sport de pouvoir s'adapter. Puis tu vois, les meilleurs restent au top. Fait que ça montre quand même que si tu t'entraînes bien dans cette philosophie-là de CrossFit, tu peux
exceller durant plusieurs années puis rester au top. Là. Fait que c'est pas aléatoire. Ouais. Tu qu'on parle de ta blessure un peu? Ouais, ben oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était à la fameuse ligue que je te parlais. Ouais. Le premier tour de la ligue. J'ai entretenu une blessure au quad, une irritation au quad depuis Dubaï, fait que depuis décembre. La compé que je viens de te parler, c'était en mai. Ça faisait déjà 6 mois. Mais j'étais tout le temps proche de la guérir, puis il y avait une compétition ou une qualification qui me la refaisait un peu repopper. On avait fait un IRM, je suis vraiment bien suivi en médecine puis en physio. Puis on avait vu des cicatrices de déchirures partielles. Fait que j'avais réussi à récupérer des différentes déchirures que j'avais eues. Fait que c'était comme positif. Ça closait le fait que, OK, ben t'as bien géré tes blessures, on est correct, tu peux y aller, la faire même si t'as un peu de douleur, parce que probablement que c'est du résiduel puis c'est de l'adhérence peut-être. J'arrive là-bas, j'ai encore mal, quand même pas mal. Puis durant la compétition, il y avait une épreuve de front squat. Fait que c'est des squats avec la barre sur le devant ici. Plusieurs répétitions avec un mix de gymnastique, mais qui était assez lourde. Puis vers la fin du workout, je catch un clean dans le fond. Fait que c'est vraiment dans le fond profond du squat. Puis en remontant, je le sens mon quad, ça fait stick. Là, ça vient de snapper. Fait que là, sur le coup, j'ai peur que ce soit juste une crampe, puis que là, tu sais, mentalité d'athlète de pas vouloir abandonner, pas vouloir être soft. Fait que je continue. Fait que tu sais, je fais des squats quasiment une jambe à 245 livres, tout croche. Là, je la drop, je le sens que ma jambe gauche engage plus, tu sais. Fait que là, c'est comme, c'est pas normal. Je retourne faire ma gymnastique, mon corps shut down, j'étais plus capable de faire ma gym, je retourne à la barre, tu sais, là, c'est comme la totale. Je sors, je m'en vais voir les médics, puis ça enfle pas, ça fait rien, c'est comme, ça reste normal. Fait que là, ils sont comme, ah non, ça a sûrement pas snappé. T'sais. C'est pas vraiment partiellement déchiré. Fait que là, on décide de dire, bon, ben, je vais finir la compétition, mais juste pour garder mes points. Parce que quand tu DNF, là, tu withdraw, tu perds tes points. Fait que je vais juste comme terminer pratiquement dernier dans tout, puis juste comme boiter la fin de la compétition. Ce qui était idiot, on s'entend, parce que j'avais de la misère à marcher, puis il y avait une épreuve où il fallait qu'on marche avec 400 livres sur le dos. Fait que là, tu te dis, je devais pas mieux marcher, là. Fait que là, je termine la compétition, puis là, l'IRM post-compé, ben là, grosse surprise, parce que la rehab allait bien. Un des 4 vastes du tendon, un des 4 vastes du quad, il a snappé. Fait que ça n'a pas snappé au niveau du muscle, ça a snappé au niveau du tendon puis de la tâche, ce qui est moins grave. Puis, le traitement conservateur, c'est pas d'opérer. C'est de juste dire, ben, tu vas vivre ta vie avec un triceps au lieu d'un quadriceps. Puis, ta performance va être, entre guillemets, impactée de ça parce que tu vas pas pouvoir contracter jamais à 100%. Mais si tu suradaptes ton quad, ben peut-être que tu vas pouvoir revenir à la normale. Fait qu'au début, c'était ça le mindset. Puis là, je rencontre l'ortho quand même pour discuter avec elle. Puis elle me dit, si tu es un sportif pro, cette recommandation-là, ça serait si tu voulais un peu abandonner ton rêve de faire de la haute performance ou faire de la haute performance dans un autre sport comme le Hyrox, où il n'y a pas de squat lourd. T'sais. Puis là, j'étais comme, non, c'est pas ça, pas en tout mon point. Là. Moi, au contraire, je veux revenir de ça. Je veux en faire un point ferme que je reviens de cette blessure-là. Fait que là, au final, elle me dit, ben moi, je peux t'opérer. Puis, comme n'importe quel athlète, il faut t'opérer là, le plus tôt possible pour débuter le processus de récupération. Fait que une semaine plus tard, je me faisais opérer au quad. Puis, on est parti sur un autre défi. T'sais, une compétition, c'est un défi. Se blesser, c'est un défi. Les deux t'apprends, les deux t'évoluent. Puis, je suis sûr que si je fais les choses comme il faut puis que je suis patient surtout, là, je peux en sortir vraiment plus fort que ce que j'étais au départ. Parce que, tu sais, quand elle a ouvert mon quad, là, la première affaire qu'elle a dit, parce que j'ai une amie qui était littéralement en stage ce jour-là, à l'hôpital, dans la salle d'opération où j'étais, puis qui a littéralement fait mes points de suture. Là, fait que, tu sais, elle était là. Première affaire que la médecin a dit quand elle ouvre mon genou, parce que c'est vraiment ouvert comme à traverse le quad, là, parce que moi, celui qui a snappé, c'est lui d'en dessous. Fait qu'elle déchire tout là, pour passer au travers. C'est une grosse opération. Elle passe par en avant, pas par en arrière. Là. Ouais. Aussi bizarre que ça peut se paraître, c'est juste parce que si tu scrapes l'ischio, c'est pas pareil que passer à travers un chef du quad. Là. Anyway, ils savent ce qu'ils font. Là. Elle fait ça 2 fois semaine. Là, facile, là. Elle ouvre ça et elle dit ça fait longtemps que ce genou-là, il souffre. Première affaire qu'elle dit. Parce que toutes mes fibres étaient croches. Parce que je me blesse, je me déchirais, refaisais le quad tout le temps. Fait que ça faisait que les fibres, ils étaient plus droites, belles comme ça. Ils étaient toutes mêlées, toutes croches. Fait qu'elle a dit, on fait pas juste le rattacher. On clean up son genou au complet. Fait que là, ils ont comme tout défoncé. C'est pour ça que ça a fait encore plus mal. Pour ça, c'était autant inflammé. C'est pour ça que finalement, c'est plus long un peu quand même. Ils ont
tout recoupé dans mes vastes du quad pour replacer la fibre. Ils ont drainé tout le liquide que j'avais dans le genou. Ils vont en ravoir, là, mais tu sais, ils ont fait de la grosse job sale de tout péter en dedans. Fait que là, on repart sur des bonnes bases. Ça va au garage pour un changement d'huile, puis finalement... L'orthopédie, c'est ça. Hein? Okay. C'est genre du fessage. Puis tu sais, les orthopédistes, ils vont dire qu'ils sont en sueur là, quand ils font ces chirurgies-là. Tu sais, quand elle me dit, j'ai tiré sur ton tendon pour l'attacher, physiquement, elle force contre mon tendon pour le rattacher. Là. Fait que tu sais, c'est de la grosse job de mécanique. Là. Et ouais, je passe au garage solide. Là. Ah ouais, un genou neuf. Ouais. Puis, comment t'as pris la nouvelle? Un 12 heures tough, 24 heures. 24 heures tough. Mais je pense que j'ai cette capacité-là à quand même être résilient dans ces périodes-là, dû à plein de faits. Là. Je travaille avec un préparateur mental depuis 2 ans déjà, puis des choses comme ça. Fait que je pense que je suis dans des bonnes situations où mon sport, c'est pas mon identité, où justement, je vois chacun de ces obstacles-là plus comme un défi que comme réellement une fin. Puis je pense que réellement, j'ai un bon entourage aussi niveau médical. Fait que je suis confiant dans la rehab. Je suis pas comme stressé de j'ai-tu les bonnes personnes autour de moi? Non, je le sais que j'ai les bonnes personnes autour de moi. Fait que 24 heures dures parce que ça mettait fin à ma saison, qui était aussi mon meilleur début de saison à vie. T'sais. J'ai terminé 20e au monde dans une préqualification des mondiaux, puis des trucs comme ça. Fait que c'était comme... Il y avait beaucoup de pourparlers de mon côté, puis là, ça faisait comme mal de couper ça un peu, de me couper l'arbre sur le pied, mais en même temps, ça faisait 6 mois que j'avais mal. T'sais. Puis je compétitionnais avec de la douleur, puis c'est pas le fun. Je ne pas autant quand justement je suis tout le temps in between de OK, je prends un anti-inflammatoire, je compétitionne sur un anti-inflammatoire, c'est une bonne idée. Fait que tu sais, j'étais rendu dans cette loupe-là, pas le fun, que OK, on règle ça. Puis je pense que la période la plus tough, c'était de savoir est-ce que je perds ou pas. Parce que c'est de l'incertitude. Puis plus il y a de l'incertitude dans un parcours sportif, plus le stress est important. Versus quand j'ai appris qu'on m'opérait, puis que c'était ça le défi que j'avais devant moi, ben, j'étais comme game on, let's go. C'est genre, je me dis tout le temps, tu veux être ce gars-là, mettons, qui inspire. Moi, je suis inspiré par des athlètes qui font des comebacks. Ben, sois ce gars-là. T'sais. Le nombre d'athlètes que moi, je suis un fan de sport. J'écoute beaucoup de sport. J'écoute le Tour de France. J'écoute les compétitions de 1001 affaires. Puis je suis comme, il y a des performances incroyables de comeback que je fais comme, wow, ça me marque bien plus que le gars qui gagne tout ou le gars super jeune qui a du succès super vite. Comme, ben, sois ce gars-là. Fait que c'est un peu ça qui m'a motivé au moment à faire OK, 24 heures tough, mais let's go. Genre, on se ressaisit puis on repart. Là. C'est clairement pas la fin de rien, c'est le début de quelque chose. C'est drôle qu'on en parle. Littéralement hier, au Grand Prix de F1, Nico de Sauber, qui je pense quasiment à sa 300e course dans un club école. Il doit approcher à la cinquantaine. Il a eu son premier podium à vie. Là. Ah ouais. Le monde sont comme, ouais, il est pas supposé gagner ce gars-là. Ah, puis la persévérance, puis juste... Ben, juste récemment, celle qui a gagné le Western State, qui est comme la plus grosse ou la plus vieille course d'ultra-trail de 100 km. L'année passée, elle s'explosait complètement le tibia, puis 1000 affaires. Puis elle a eu un énorme... Plus que l'année passée, il y a 2 ans, ou 3, je sais pas trop, là. Un énorme processus de récupération hyper long. Elle est beaucoup plus âgée que moi, là, facilement 10 ans de plus que moi. Tout le monde était comme, ben, c'est peut-être la fin de ta carrière, t'as fait des trucs hot, c'est malade. Elle l'a gagné cette année après tout ça, tu sais, puis contre toute attente. Puis même elle-même, quand son objectif, c'était de se rendre à la ligne de départ, c'était 0 de gagner, c'était même pas de podium. Elle disait juste, hey, si je suis capable de prendre place à un 100 km, puis d'être confiante sur la ligne de départ, j'ai gagné. Elle est arrivée sur la ligne de départ, le gros sourire, elle avait gagné. Elle a gagné à la course. Là. Ça, c'est des performances pour moi qui me marquent bien plus que d'autres. Là, même si c'est beau quand même, les exploits sportifs. Mais je pense que même dans les exploits sportifs qui ont l'air faciles, il y a énormément de défis, il y a énormément de setbacks. T'sais. Il y en a plein des athlètes de CrossFit qui se sont fait opérer puis qu'ils n'ont été pas là pendant longtemps puis qui reviennent. Ou même dans tous les sports, là, au final. Fait que je pense qu'il faut pas que je le vois comme une finalité nécessairement puis que je me laisse inspirer par ça. Biathlon, on a Camille Zouk, la polonaise, qu'il y a un été à chuter en ski à roulette, je pense, puis elle s'est fracturé le talon. Et boy, c'est long, ça. Avec des vis toutes. Elle a manqué une saison complète, là, puis c'est sa Coupe du Monde. Là. Ouais. Puis là, la première course, elle allait pas tant bien, mais
Plus que l'hiver avançait, c'était meilleur qu'avant. Tu sais, ces histoires-là, puis on s'en rend pas compte dans le quotidien, là, toi puis moi. Tu sais, les joueurs de hockey qui font des commotions, qui sont out pendant 6 semaines. Ben oui. Pour toi puis moi, je continue à manger mon déjeuner puis je m'en vais travailler. Ben oui. La année, il est revenu. C'est comme de fait, c'est juste cool. Puis tu sais, moi, je le vois comme une opportunité pratiquement. Tu sais, c'est quétaine, puis là, c'est parce que ça fait clairement un petit bout que je suis blessé, que j'ai réussi à processer ça. Là. Je suis d'accord que le jour même, je le pensais pas de même. Là. Mais c'est comme, c'est quoi les chances qu'un jour je prenne 6 mois off, entre guillemets, là? Il va y avoir de la rehab là-dedans, on s'entend, mais 6 mois off pour me reconstruire totalement une belle forme de squat, une endurance de quad, un patron moteur qui est efficace pour la performance, je l'aurais jamais fait. Je suis capable de l'avouer. Là. Si tu me disais qu'il fallait que je prenne 4 mois off, pas blessé, même si, tu sais, justement, il aurait fallu que ce soit une fracture, soit une opération. C'est poche à dire, là. Jamais je l'aurais fait, ce break-là. Puis ça serait malhonnête de dire ouais, peut-être que j'aurais pu prendre un mois off. J'étais même pas capable de prendre une semaine. T'sais. Après une semaine, j'étais comme bon, let's go, on refait du genou parce qu'il faut loader le tendon, parce qu'il faut telle affaire. C'est comme c'est la meilleilleure opportunité que je peux pas avoir. Les athlètes, dans même, on carbure à la compétition, au challenge, pour le dépassement. Je pense que tout le monde a ce défi-là. Il y en a plein qui doivent se reconnaître là, dans ce que je dis là. On est tous pareils à ce niveau-là. T'sais. Puis même quand tu parles à des athlètes que tu t'imagines super loin de toi, qui font des millions par année, tout ça, c'est le même day-to-day quand ils se blessent. Là. C'est identique. Là. Ta première grosse blessure? Ouais. Première opération, tout. J'ai toujours traîné quelque chose au dos, mais ça n'a jamais été comme un genre de truc aigu. Là. Ça a vraiment été justement un peu plus chronique, qui tranquillement se réglait avant que j'aille cette blessure-là. Là. Mais on touche du bois que justement, ça va me permettre tout de régler ça d'une certaine façon. Il y a plein d'autres bobos, probablement que j'ai des déchirures partielles. Si on ferait un IRM de tout notre corps, là, on serait complètement explosé. Oui. Même toi, là, avec ton passé de biathlon, tu serais éclaté de plein de places. C'est comme... C'est pas nécessaire de savoir à quel point t'es pété, mais des fois, ça prend des trucs comme ça qui t'obligent à prendre une pause pour réaliser que OK, là, je suis plus fort de l'épaule droite parce que clairement que je compensais tout le temps de l'épaule gauche parce qu'elle m'irritait. Puis genre... moi, ma carrière de biathleur était à cause d'une chute. Ah ouais, OK, ben sur c'est l'épaule. Directement ça. Là. J'ai des problèmes de dos depuis longtemps, puis là, je suis rendu au bout que c'est comme... S'il y a quelqu'un qui me dit essaye ça pourrait t'aider, moi le faire. Ouais. C'est comme t'es rendu la 10e personne que j'essaye, là. Ouais. Si ça marche, ça marche. C'est dur pour les professionnels de la santé, ces cas-là, man, parce que quand vous arrivez dans les bureaux, là, c'est genre vous êtes tellement habitués, là, c'est juste comme oui, fais-moi le test de Thomas, OK, c'est beau. Mais non, je réagis pas à tel test. Tu veux le refaire? OK, c'est beau. Good. Tu l'as mentionné tantôt avec ton préparateur mental, t'as pas juste le sport dans ta vie. T'es aussi étudiant au doctorat en nutrition. Ouais. Malgré que t'es un sportif, t'as pas tant concentré ta recherche au niveau de la nutrition sportive. Ouais. Tu dirais que t'es dans quelle sphère de la nutrition? Je suis dans le comportement alimentaire. Ouais, je suis pas mal deep down dans, on pourrait dire, la prévention de la santé de façon générale. Mais je pense que mes plus gros acquis sont dans le comportement alimentaire. Là. Puis, ma spécialité post-doctorale va probablement être ça aussi. Là, parce qu'un doctorat veut pas, on a beau avoir l'impression que tu deviens le roi du monde parce que tu es docteur en quelque chose, reste que tu te surspécialises. T'sais. Fait qu'au contraire, oui, tu en connais beaucoup, tu as une bonne capacité de jugement critique, tu connais la littérature, mais ton peak point il est tellement précis que justement, au contraire, tu deviens peut-être moins... comment on dit ça, d'être capable de parler de plein de sujets différents. Généraliste. Là. Ouais, moins généraliste que justement quand tu te renseignes plus de façon générale. Mais tu sais, je pense que ce que ça m'apporte aussi de faire un doc puis une maîtrise, c'est tout l'aspect de, entre guillemets, apprendre à apprendre, comprendre comment développer une expertise comme ça. Fait que tu sais, moi, par ces études graduées-là, je me suis formé aussi énormément en nutrition sportive puis en troubles du comportement alimentaire de l'athlète. Fait que tu sais, pour moi, il est là le mix de ma vie d'athlète où mes intérêts sont beaucoup axés sur la nutrition sportive. Là. Je mentirais si je dirais pas que 80% de ma pratique, c'est la nutrition sportive. 80% des podcasts que je fais, c'est en nutrition sportive. Mais au final, tous les jours, je fais du comportement alimentaire. Mais pour moi, les deux se relient beaucoup quand même. Je pense que quand on tombe trop dans la nutrition sportive, quand je parle à des chercheurs en nutrition sportive, je réalise rapidement que oui, ils sont dans leur niche. Il y a des sujets qu'ils connaissent vraiment mieux que moi.
mais que le manque de nuances vient beaucoup du fait qu'ils font pas de comportement alimentaire. Fait que puis probablement que eux autres diraient que je manque de connaissances de XY là, quand on est aux extrémités. Mettons dans le sens que c'est facile à dire, tu as besoin de tant de grammes de glucides, tant de grammes de protéines, mais comme, ouais, mais dans la vie de tous les jours, poulet, brocoli, riz à maner, tu vas peut-être te tanner. Ben oui. Puis on n'est pas des robots, hein, tu sais. Quand on fait de la recherche hyper précise sur l'effet short-term, très aigu d'un supplément ou d'une façon de manger, ben oui, on peut voir l'effet, là. Mais de l'observer sur le long terme, c'est complètement différent, là. Puis il y a tellement de choses aiguës qu'on voit un effet, qu'on n'observe pas d'effet sur le long terme à cause de l'environnement alimentaire, de l'environnement social, l'environnement culturel, 1000 affaires qui composent un athlète ou juste une personne qui font qu'au final, la recommandation, c'est de dire que ce supplément-là ne marche pas. Il a beau marcher court terme, s'il ne marche pas sur 6 mois, que ce soit à cause de la façon de manger, que ce soit à cause qu'après un certain temps, c'est saturé, peu importe, ben, s'il n'y a pas d'effet sur l'outcome, il n'y a pas d'effet point. T'sais. Fait que il y a beaucoup de choses quand même à remettre en perspective puis à se reculer. Puis je pense que c'est le défaut de beaucoup de chercheurs puis beaucoup de personnes qui sont rendues loin dans leur processus de spécialisation où tu oublies de te reculer. Si tu ne te recules plus, tu as les yeux collés sur le résultat, collés sur l'effet, puis tu ne sais plus un peu ce que ça veut dire dans le quotidien de quelqu'un. Ma directrice de thèse, Vicky Drapeau, même si elle littéralement a une sommité dans son domaine en comportement alimentaire, fait de la pratique clinique, là, fait que, du 1v1 une fois semaine, parce qu'elle veut garder ce recul-là. Elle veut être capable de voir. Mais quelqu'un, t'as beau être un chercheur dans ta tour d'ivoire, de dire que tu devrais manger X nombre de fois par jour, la mère monoparentale qui a 3 enfants qui suit pas ta recommandation, qui mange pas la moitié de son assiette en légumes, pourquoi elle le fait pas? C'est pas une question de volonté, souvent. Il y a une question de contexte, d'environnement. Puis on peut l'aider, elle peut changer. C'est pas une finalité, mais c'est de dire, c'est pas en disant que la littérature dit que tu devrais manger la moitié de ton assiette en légumes que réellement tu vas être capable de le faire. Fait que c'est tout le temps de prendre le résultat, de le remettre en contexte dans, on appelle ça dans la clinique, là, mais dans la vie de tous les jours. Puis je pense que c'est ça une des capacités que j'ai, d'avoir justement ce lien-là entre la recherche vraiment deep, ma capacité à faire du jugement critique de la littérature scientifique, puis après ça, mon côté athlète ou mon côté nutritionniste clinique qui pratique à toutes les semaines, qui a de remettre ça dans un contexte de la vie de tous les jours. T'sais. Puis pourquoi la recherche? Parce que je trouve ça créatif. T'sais. Je te disais tantôt que je faisais de la comédie musicale, tout ça, j'aime les arts quand même. Puis dans la recherche, je viens vraiment assouvir ce besoin-là d'une certaine façon. Ça n'a pas l'air pantoute dit de même. Non, pas pantoute. Parce que, au contraire, l'écriture d'un article scientifique, c'est l'affaire la moins créative du monde, mais développer un projet de recherche, trouver des solutions à, OK, ben là, comment on peut atténuer ce biais-là, comment on peut observer ce comportement alimentaire-là sans contrôler tout quand ils sont à la maison. Tu sais, il y a plein de choses où tu dois justement être créatif, innover pour pousser la recherche plus loin, puis aller justement trouver de nouvelles données, de nouveaux paradigmes à contredire, puis à remettre en question un peu ce qui a été établi dans les dernières années. Puis c'est tellement un sujet qui bouge beaucoup, la nutrition. C'est pas... Puis là, je le compare à quelque chose que je connais moins bien, mais mon frère qui fait de la recherche en physique, il y a plus de choses arrêtées quand même là-dedans, versus la nutrition où... encore aujourd'hui, tout le monde, ses médias sociaux, peuvent dire l'opposé et son contraire sans arrêt. Là. Fait qu'au final, je pense que c'est là que la recherche est le plus intéressant, le plus important. C'est pas quand tout va dans la même direction, c'est qu'au contraire, tu es capable de voir qu'il y en a qui vont dans les deux bords, mais que tu es capable d'aller chercher un consensus. Puis c'est là que l'aspect un peu créatif vient en jeu ou de l'aspect d'analyse, de jugement critique. Puis c'est ça que j'aime beaucoup. Puis je pense que aussi vulgariser cette recherche-là, j'aime beaucoup ça. Là. Parce que personnellement, moi, je trouve que la nutrition, c'est une des choses les plus difficiles à suivre. Parce que tu as un scientifique qui dit quelque chose, puis l'autre, tout de suite après, il dit complètement le contraire. Puis tout le monde mange 3 fois par jour. Puis, tu sais, la recherche en physique, la gravité, c'est de la gravité. Ouais. Et ça va rester de même pour bien longtemps. Mais... C'est encore le même chiffre. Hein? C'est ça. Encore 3,9. 9? 3,9. 3,9. Mais comme la nutrition, c'est ça que... Au niveau de la vulgarisation, tellement d'informations. Dans le monde, c'est pas régi partout de la même façon non plus. Ouais.
Fait que des fois, tu vois une étude qui sort, ouais, finalement, c'est l'Université de l'Australie. Ouais, mais l'Australie, c'est pas la même chose que le Canada, c'est pas la même chose que les États-Unis, c'est pas la même chose que les pays scandinaves. Fait que, oui, on mange tout, mais c'est pas. C'est l'environnement alimentaire qui change. Ouais. C'est pour ça que le comportement alimentaire il est aussi important. Puis c'est pour ça aussi que, justement, dans la façon qu'on interprète la littérature, c'est pas mal plus complexe que ce qu'on voit sur les médias sociaux. Là. Puis tu sais, encore là, j'apprécie les influenceurs qui citent leurs sources. C'est pas parce que ta cite qu'elle est bonne. C'est ça aussi, il faut faire attention parce que ça, maintenant, c'est tellement la mode de faire popper ces articles PubMed. Ça veut absolument rien dire. Là. Ça peut être de la bonne littérature. Il y en a aussi de la vraiment mauvaise. Puis ça fait partie de n'importe quel domaine scientifique d'être capable de sortir le bon du mauvais, puis le mauvais du bon, puis d'être capable d'être critique de ça. Là. Ben justement, j'aime ça poser la prochaine question quand j'ai des scientifiques à la table. C'est quoi ton truc pour spotter un bon article puis un moins bon article? Ben, la première des choses, ça dépend tout le temps du sujet quand même, là. Mais tu sais, mettons qu'on est dans le comportement alimentaire, c'est de un. Ben, en fait, ça, c'est pour toutes, là, mais de voir le degré d'importance de cette étude-là. T'sais. Fait que, mettons, une méta-analyse versus une revue de la littérature. C'est quoi la différence entre les deux rapidement? Une méta-analyse, c'est de prendre toutes les études sur un sujet que tu juges justement assez bonnes pour être inclus dans ta méta-analyse. Tu sors les données vraiment au niveau micro, puis tu refais des analyses sur le mix de ces données-là. Fait que ça fait c'est une étude d'étude. Une étude d'étude. Ça permet d'avoir justement, de prendre en compte plus de différences, souvent, soit génétiques, soit d'environnement, parce que justement, c'est des études qui ont été faites à plusieurs endroits, sur plusieurs types d'humains, sur plusieurs protocoles différents. Mais justement, si tu réussis à ajuster statistiquement pour mettre tout ça dans le même bateau, si tu réussis à avoir les mêmes données sensiblement de chacun, bien là, tu peux faire une analyse de toutes ces données-là, puis ça devient le summum de la force d'une étude. Puis souvent, les recommandations qui sont faites au niveau de la nutrition, c'est toujours basé sur des méta-analyses, parce qu'il n'y a rien de plus fort que ça. En dessous de ça, tu as des revues de la littérature, qui est un peu la première étape avant de faire une méta-analyse, mais qui souvent, on s'arrête là, parce que tu peux pas tout le temps comparer toutes ces données-là. T'sais. Au final, des fois, c'est pas le même questionnaire qui a été utilisé pour quantifier la restriction alimentaire, par exemple. Fait que tu peux pas commencer à toutes les mettre dans le même bateau parce que ça veut pas tout dire la même chose. Fait que la revue de littérature, c'est prendre les 40, 30, 50 études, 200 études sur un sujet, toutes les lire, faire un gros tableau résumé, puis essayer de les comparer entre elles, puis d'après ça, de voir qu'est-ce que tu en ressors de ton jugement d'auteur. Fait que là, la revue de littérature, il y a un plus grand billet d'interprétation, mais toi, comme si justement l'auteur il est reconnu dans son domaine, ça devient super intéressant à lire parce que ça te permet de, sans avoir besoin de lire 200 études, de te faire une tête sur 200 études. Okay. Fait que, encore là, il faut que tu fasses confiance à l'auteur, etc. Fait que là, tu vois que comparativement à la méta-analyse, il y a un peu plus de jugement à avoir. Quand tu descends plus bas, ben là, c'est les Randomized Control Trials. Fait que c'est toutes les études cliniques randomisées où tu vas réellement avoir une intervention. Fait que j'interviens dans ton alimentation, je te fais rajouter un supplément, rajouter un aliment, je te fais vivre une diète, une façon de manger, que ce soit dans un laboratoire, dans ta vie tous les jours, puis sans que tu aies conscience nécessairement. Le but, c'est que ce soit blind, là, fait qu'à l'aveugle, sans que tu aies conscience, oui ou non, que tu es en train de faire ce projet-là. Avec la nutrition, c'est plus difficile d'être en double blind, mais ça arrive quand même. Parce que oui, tu as un suivi nutritionnel, mais tu ne le sais pas si ton suivi, c'est le but de nutritionniste, c'est de faire statu quo, garder ce que tu manges d'habitude, versus d'intégrer des nouvelles choses. Puis idéalement, tu t'en rends pas compte. Ça. Quand tu es un sujet d'une étude nutritionnelle, là, est-ce que c'est comme. Est-ce que tu sais c'est quoi qu'ils veulent observer ou ils te font juste dire, mettons, OK, ça. Ben là, il faut que tu manges 200 grammes de brocoli par jour ou 200 grammes de frites, mais toute la seule chose que tu sais, c'est quoi le 200 grammes que tu as mangé. Là. Exact. Okay. Ça dépend des études. Puis c'est ça la différence entre un blind, un single blind, un double blind. T'sais, si tu es single blind, ça veut dire souvent il y a juste la personne qui est à l'aveugle de qu'est-ce qu'elle doit faire. Fait que l'intervenant ou le chercheur sait que toi-même, tu vas manger... c'était quoi l'exemple que tu as donné? Des frites puis des brocolis. Des frites puis des brocolis. Fait que, tu sais, moi, je le sais, mais toi, tu le sais pas. Dans le cas de ton exemple, c'est physiquement impossible. Tu vas le voir, c'est un brocoli, tu vas le voir, c'est une frite, mais on ne te dira pas que l'autre groupe mange une frite, par exemple. On va juste dire, on teste l'effet du brocoli sur ta satiété, ton rassasiement, ta perte de poids, peu importe.
puis l'autre groupe, on dit la même chose, mais tu sais pas c'est quoi la différence. Fait que ça, c'est une façon de blind le participant, mais t'es pas complètement à l'aveugle parce que tu le vois bien que tu manges un brocoli, on s'entend. Après ça, c'est le blind du chercheur. Fait que souvent, on va s'assurer que la personne qui est en charge de faire les analyses saura pas quand il va analyser tes données de poids, de bilan sanguin, de comportement alimentaire, si tu mangeais un brocoli ou une patate. Il va juste savoir si tu étais sur une intervention 1 ou 2, puis il va analyser ses résultats, puis à la fin, il va dire l'intervention 1 est meilleure que la 2 pour le rassasiement, puis il va voir, OK, c'était le brocoli, ou OK, là, c'était la pomme de terre. T'sais. Fait que de réellement faire un double blind, ça serait ça, puis c'est plus facile dans certains contextes. Une pilule de sucre, une pilule de magnésium, ben, c'est beaucoup plus facile de créer un vrai double blind. Fait que ça, c'est la troisième plus importante dans l'ordre de priorité de à quel point tu dois accorder de l'importance ou juger critiquement cette étude-là. Puis ça dépend du contexte. Il y a des contextes où c'est physiquement impossible d'avoir des vrais double blind, des études cliniques en double aveugle. Fait qu'il faut aussi que tu fasses la part des choses, de dire que c'est pas nécessairement une mauvaise étude s'il n'y en a pas, c'est peut-être impossible de le faire. T'sais. Mais tout ce qui est randomisé contrôlé, c'est plus important que ce qu'il y a en dessous, qui est des études d'observation, des études longitudinales, où là, au contraire, tu observes une population sur 10 ans, sur 15 ans, sur 1 an, puis tu tires des conclusions sur, OK, ceux qui mangent plus de même, quel bilan sanguin ils vont avoir. T'sais. Fait que là, je peux créer une association entre les gens qui mangent plus de fruits et légumes, puis la diminution le taux de mortalité, par exemple. C'est pas un lien cause à effet, parce que le cause à effet, on peut juste le développer avec l'effet plus haut de randomisé contrôlé. Genre, je t'ai donné des légumes, j'ai vu une diminution du taux de mortalité, versus là, je fais juste l'observer, on crée une association. Souvent, ce qui motive à faire des randomisés contrôlés pour voir s'il y a un effet causal par la suite. Fait que souvent, ça débute par ces premières étapes-là, mais souvent, ce qui va arriver sur les médias sociaux, sur les différentes conclusions un peu farfelues qu'on peut voir, puis qui sont citées par la littérature, puis tu te dis que c'est sûr, c'est bon, c'est sûr, c'est une bonne affaire. Il a cité PubMed, ben, c'est soit des études d'observation, fait que la personne claim une association causale alors qu'elle ne peut pas. Fait que clairement, tu réalises que c'est pas un chercheur. Ou c'est une seule étude randomisée contrôlée qui voit un effet, puis qui, lui, va faire une recommandation basée là-dessus. On s'entend, c'est le 3e sur 4. Fait que c'est pas ben hot encore. Il faudrait avoir l'effet dans plusieurs études, donc une revue de littérature au moins, ou que quand tu les mets ensemble, tu vois un effet. Là, clairement, tu peux faire une recommandation là-dessus si tu vois dans une méta-analyse l'effet que tu observes. Fait que c'est tout le temps un niveau différent. Puis le plus bas, qui compte même pas dans la pyramide, ben, c'est l'expérience personnelle. Fait que c'est ça de dire que moi, j'ai mangé plus de brocoli, puis j'ai dédoublé de 16, puis je suis devenu monsieur muscle, ou peu importe. C'est comme, ça vaut pas grand-chose. En recherche. Parce que dans la vie de tous les jours, quand tu fais des consultations nutrition, quand tu parles à ta belle-sœur de changement nutritionnel, pour moi, la littérature scientifique vaut un petit peu plus, mais pratiquement autant que l'expérience personnelle. Parce que j'ai beau te dire, hey, dans la littérature, c'est pas démontré que tu as plus d'énergie en prenant tu dors mieux en prenant un supplément de magnésium, tu dors moins bien quand tu as une carence en magnésium, par exemple. Ça a beau être écrit ça dans la littérature, si toi, à chaque fois que tu prends du magnésium, tu dors mieux, ben, guess what? Je vais te faire continuer à prendre du magnésium, ça me dérange pas. T'sais. Fait que ça aussi, c'est une critique que je fais beaucoup aux chercheurs, souvent, ou les gens science-based, qui n'ont pas beaucoup de nuances par rapport à l'expérience personnelle de quelqu'un. Puis en comportement alimentaire, on apprend rapidement à le faire. Parce que ça, c'est plus subjectif, on va dire, malgré que c'est très, très, très peu subjectif quand on l'analyse puis quand on fait de la recherche là-dedans. Mais la conclusion, on va dire de diminuer ta restriction alimentaire pour améliorer ton contrôle de l'appétit, par exemple, ou diminuer tes pertes de contrôle alimentaire, ben ça, dans la pratique, il faut clairement que tu adaptes avec l'expérience de la personne qui devient super importante. Juste pour conclure, là, les petits trucs, moi, souvent, ce qu'il faut pas oublier quand on lit des articles scientifiques, c'est pas juste le titre là, qu'il faut lire. Là. Des fois, à la fin, je pense que la discussion, là, le dernier paragraphe, bien souvent, ça dit l'ouverture de comme ce que tu mentionnais. Ah, mais il faudrait peut-être regarder de façon longitudinale, il faudrait faire un randomized control trial. Les chercheurs le savent à quel niveau ils sont. T'sais. Puis c'est la même affaire que dans la fin de... On avait parlé un peu off, mais de ma première étude. Là. Non, pas ma première étude. C'est quoi? Vas-y. Mon premier projet, qui est une étude d'observation. J'ai utilisé une banque de données de
justement, je pense que c'était 3 ans sur des Québécois et Québécoises en situation d'obésité. Puis je voulais créer des types de mangeurs. Je voulais faire des associations un peu statistiques complexes à expliquer, là, mais c'était de regarder le gros nuage de points de tout le monde puis de tous les comportements alimentaires qu'ils ont. On avait aussi toutes les données sur leur santé biophysique, biomédicale, etc. On avait plein de données sur leur comportement alimentaire, sur leur santé mentale, puis de mettre tout ça dans un énorme nuage de points qui n'est pas possible de s'imaginer, puis de voir est-ce qu'il y a des genres de groupes qui se forment à travers ces mangeurs-là en situation d'obésité au Québec. Ça, c'est une étude d'observation. J'observe, puis je fais des analyses statistiques qui vont me permettre finalement de trouver qu'il y a 3 types de mangeurs chez les mangeurs qui ont un surplus de poids au Québec. Puis de voir qu'il y en a un qui est en guillemets meilleure santé métabolique que les autres, puis un en moins bonne santé métabolique que les autres. Ils ont des comportements alimentaires différents. Bien, mon ouverture, c'est de dire, bon, on devrait essayer de changer ces comportements alimentaires chez tel groupe pour voir si on est capable de voir un effet sur la santé, t'sais. Puis pas juste un effet d'observation. Fait que, mettons, le groupe qui est en moins bonne santé, que je vais te décrire dans pas long, là, mais si on change son comportement pour qu'il fitte celui-là, le 3e groupe plus en santé, est-ce qu'on atteint le même stade ou au contraire, on n'est pas capable de le changer? Fait que ça, c'est comme le niveau 2. Puis là, après ça, c'est de dire, à la fin de cette étude-là, mettons qu'on voit l'effet, bien, est-ce qu'il y a d'autres populations autres qu'au Québec qui peuvent le démontrer? Fait que là, on a une revue de littérature qui est sur plusieurs études dans le monde qui font ça. Tu prends toutes tes données. Fait que là, tu montes de grade, puis tu pourrais atteindre un niveau de... Puis il y en a déjà, là, mais un niveau de dire que ben, la restriction rigide alimentaire mène au regain de poids, peu importe le poids perdu. Et donc, on ne devrait jamais favoriser la restriction alimentaire dans les changements de comportement. Fait que ça part de ce genre de conclusion-là, puis ça monte jusqu'à une recommandation, mais c'est beaucoup plus complexe en arriver là. Restriction alimentaire, c'est quoi que tu veux dire par là? Moi, je pense à la restriction calorique ou à la restriction d'un aliment. C'est quoi? Là, on est dans le comportement, fait que c'est vraiment de la restriction cognitive, de vouloir moins manger ou vouloir couper certains aliments. Fait qu'avoir, entre guillemets, cette attitude-là face à la nutrition va essentiellement augmenter les pertes de contrôle alimentaire. Augmenter les pertes de contrôle, ça peut aussi vouloir juste dire, ben, vu que je me restreins de jamais manger de sucreries, de biscuits, de trucs riches en gras et le sucre, ben, la fois que je m'en permets, je mange le triple que ce que j'aurais mangé si j'avais juste mangé quand j'en avais envie. Puis ces moments-là, finalement, vont se répéter de plus en plus souvent, plus tu augmentes la restriction. Fait que ça, c'est une partie de l'explication de pourquoi la restriction rigide, fait que de vouloir réduire tout le temps ou de couper des aliments, mène à une augmentation de la prise de poids au final sur plusieurs années. Puis, les 3 groupes qu'on parlait tantôt, ben, c'est ça qui les définit un peu d'une certaine façon. Il y a un groupe que c'est le cliché personne en situation d'obésité. Encore là, je vais faire mon disclaimer. Là, je vais beaucoup dire personne dans des corps gros, situation d'obésité, parce que l'obésité ou le corps de quelqu'un ne le définit pas. Là. Je dis pas le gros ou l'obèse. Là. C'est vraiment comme dans une situation dans laquelle ils vivent. Donc, la personne en situation d'obésité, cliché. Fait que c'est vraiment aucune motivation à changer son alimentation, pas de rigidité alimentaire, fait que mange un peu n'importe quoi, écoute peu ses signaux de faim et de satiété, etc., etc. Fait que ça, c'est comme le cliché qui existe dans la population, qui ont des mauvaises habitudes de vie. Souvent, c'est des gens moins éduqués aussi qu'on a pu observer dans mon analyse de données, puis aussi des gens qui ont un niveau socio-économique un peu plus faible. Tu tombes dans le 2e groupe, qui est le groupe au contraire, qui fait 10 diètes par année, très restrictif, un haut niveau justement de restriction rigide, veut tout le temps réduire, très self-conscious de leur poids, de leur corps, n'aiment pas le corps dans lequel ils sont, etc., qui ont souvent un bon niveau d'éducation, qui ont souvent un bon niveau socio-économique, on va dire moyen, qu'on compare les 3 par contre, qui se trouvent un peu plus au milieu. Puis ces gens-là vont justement avoir la moins bonne santé métabolique, essentiellement, alors qu'on aurait peut-être pu penser que c'était ceux qui étaient plus dans le laisser-aller, mais là, ceux qui vont faire le plus de yo-yo, de diète, si on le sait dans la littérature que les yo-yo affectent beaucoup la santé, ben, on peut le voir chez ces gens-là que clairement, ils ont été affectés par ça. C'est aussi les gens qui, dans le moment dont on les a analysés, ont le poids le plus élevé. Fait que ce soit la poule avant l'œuf, parce qu'on s'entend, c'est pas des effets causaux, je te le rappelle, il faut tout le temps faire attention de ne pas tomber dans ce pattern-là. Mais vu que ce n'est pas un effet causal, c'est d'observation, l'association peut aller des 2 bords. Fait qu'ils sont dans un poids plus élevé. Est-ce que ça veut dire que les gens dans des poids plus élevés font plus de diète, mais le reprennent? Ou au contraire, le fait de faire plus de diète te fait mener un poids plus élevé sur le long terme? Il faut une randomisée contrôlée pour
avoir cette... Mais tu comprends? C'est facile de tomber dans ce pattern-là. Là. C'est facile de faire l'erreur. Fait que ce groupe-là, ben, techniquement, il est à éviter parce que sa santé métabolique est la plus affectée par sa situation comportementale. C'est aussi le moins intuitif des trois. C'est le premier, il était pas à l'écoute de ses signaux de faim, mais il était plus intuitif dans ses choix alimentaires quand même. Lui, là, il se restreint, il contrôle le plus possible. Mais il a la plus forte désinhibition, comme je te parlais tantôt, la plus grande perte de contrôle alimentaire, etc. Troisième groupe, qui est finalement celui avec la meilleure éducation, puis le meilleur niveau socio-économique, un peu malheureusement, mais va être aussi, ben, ou heureusement, là, peu importe la conclusion qu'on en fait, va être celui qui est le plus intuitif, qui va être le plus proche de ses signaux de faim de satiété, la meilleure écoute de ses signaux de faim de satiété, qui va faire le moins de diète dans une année, puis qui va avoir une restriction qu'on va appeler flexible. Fait qu'il va justement, avec l'éducation nutritionnelle qu'il va avoir, limiter certains types d'aliments sans en faire la restriction totale, puis qui va avoir aussi une plus grande diminution de la perte de contrôle alimentaire reliée à ça. Mais ce groupe-là a aussi la meilleure santé métabolique, le poids le plus faible de façon générale quand on compare les trois ensemble. Quand je dis poids, là, c'est l'IMC, là, c'est juste que j'ai pas envie de tout expliquer le contexte de mesure, mais au final, ce groupe-là a, entre guillemets, la meilleure condition quand on parle de comportement alimentaire qui va avoir un effet sur sa santé. Puis là, c'est trois groupes en situation d'obésité. Là. C'est pas, quand tu dis il y a un poids moindre, c'est pas qu'il pèse 130 livres. Là. Exact. Il est dans un IMC moyen de chaque groupe qui est au-dessus de 31, même voire 32. Okay. Non, je pense que c'était le plus faible, c'était 31, le plus élevé, c'était 34, puis 32 ici. Okay. Peu importe le chiffre, c'est pour dire la gradation. C'est lui qui, justement, en guillemets, entretenait le poids le plus faible. Encore là, pas de lien causal entre les deux, mais c'est de dire que l'écoute ou la sensibilité qu'on peut avoir à nos signaux de satiété, qui induit l'intuitivité de l'alimentation, a des effets bénéfiques chez les gens qui vivent avec l'obésité. Une personne qui a une obésité, puis qui décide de... Ben straight, là, cliché. Là. Il décide de prendre une poutine une fois ou deux par semaine. C'est que ça serait mieux selon ce que tu as fait. Que de faire la keto. Que de faire la keto pendant 2 mois, puis qu'après ça, pendant 3 mois, il va manger de la poutine à chaque jour. Exemple. Là. C'est ce qu'on observe sur 3 ans, puis je pense même que ça s'est étiré jusqu'à 5 ans, mais c'est ce qu'on observe de façon longitudinale. Parce qu'au final, la personne qui fait la diète, elle va perdre du poids dans le premier mois, elle va perdre de l'eau, il peut se passer plein d'affaires. C'est au final, qu'est-ce qui se passe après 1 an et demi, qu'est-ce qui se passe après 2 ans? Parce que ça, c'est une autre affaire. Les restrictions énergétiques, il y a infini de littérature là-dessus. Là. Je lis ça en ce moment là, de façon très intense parce que je suis dans une revue de littérature, justement. Puis, tu sais, c'est débile ce qu'on faisait dans les années 80-90. On faisait toffer du monde à 800 calories par jour pendant des mois pour tester, voir si la restriction énergétique avait des effets sur la perte de poids, puis si de donner des coups permettait de maintenir un poids plus faible. Tu sais, la mentalité de dire « Ah, je vais juste perdre un 10 livres, puis après ça, revenir à une alimentation normale », cette fausse croyance-là a été causée par toutes ces études-là. Tu sais, parce qu'on testait ça, on se disait « Ah, si on fait dropper ça méga vite, on les refait tourner à la normale, puis on le fait maintenir. » Ouais, le corps ne réagit pas comme ça. Puis on ne développe pas les comportements alimentaires qui nous permettent de maintenir. Au contraire, on retourne à nos anciennes habitudes. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que c'est même pas juste on revient au poids d'avant. On le dépasse parce qu'on a créé un dommage sur notre métabolisme de base. Fait que là, ça a été plus dans les années 2000 qu'on a commencé à remarquer ça. Mais man, il y a des études là, complètement sautées là-dessus. Là. Ça se fait même plus aujourd'hui. Tu peux même plus faire ça. Là, on a trop de données non, c'est ça. On a trop de données qui documentent le fait que c'est néfaste de faire ça. Fait que tu peux plus passer à l'éthique. Mais avant, tu n'avais pas la donnée. Fait que tu pouvais le faire. Ouais. Je vais dire un statement. Tu me diras si tu es d'accord, si c'est un mythe ou si c'est vrai. L'obésité, c'est héréditaire. Ah oui, bien sûr, en grande partie. Dans le fond, au niveau de la littérature scientifique, ça, c'est quand même super bien documenté. Il y a beaucoup de gènes, puis là, je suis hyper là-dedans aussi dans ma revue de littérature, là, fait que là, je pourrais déborder geek out, mais tu sais, il y a des scores de risque polygéniques puis polygénétiques. Fait que là, tu viens vraiment prendre plusieurs gènes associés à l'obésité. Tu fais un score avec. Puis j'ai dit score de risque. Là, fait que mon co-directeur serait pas content. J'aurais juste score génétique parce que c'est pas nécessairement un score de risque s'il est positif, on s'entend? Peu importe. On peut faire des associations comme ça en plusieurs gènes. Puis selon la littérature qui est hyper bien établie, ça peut être entre 40 et 70%
du poids qui est expliqué par les facteurs génétiques. Le facteur génétique, par contre, il est plus complexe que juste de dire t'es né avec ça, tu vas finir de même. C'est plus comme des interrupteurs. Okay? Puis je vais le simplifier à un seul interrupteur, mais au final, c'est des milliards d'interrupteurs, on s'entend. Okay? Mais mettons qu'on le simplifie à l'obésité comme étant un interrupteur, c'est de dire moi, j'ai peut-être pas l'interrupteur de l'obésité, fait que peu importe l'environnement alimentaire que je vais avoir, je vais pas la développer. Parce qu'on s'entend maintenant, c'est considéré aussi comme une maladie, l'obésité. C'est un débat beaucoup plus long à avoir, là, mais on prend ça pour acquis. Fait que je pourrais ne pas la développer du tout, mais avoir l'interrupteur. Je pourrais aussi, ça pourrait être grâce à mon environnement alimentaire ou grâce à mon éducation qui a fait que j'ai fait des choix différents dans ma vie, qui fait que je connais bien la nutrition, qui fait que je mange équilibré. Donc, j'active jamais cet interrupteur-là qui va me faire développer la maladie de l'obésité. Tu peux par contre aussi avoir le contraire, une mauvaise éducation nutritionnelle ou pas du tout, un environnement ou un niveau socio-économique qui ne te permet pas de bien manger, puis qui va faire que tu vas avoir l'habitude d'aller au resto 2-3 fois par jour, peu importe c'est quoi qui cause ça. Fait que tu peux activer finalement cet interrupteur-là de l'obésité, puis tu vas développer l'obésité, puis de façon beaucoup plus accrue que quelqu'un qui n'aurait pas l'interrupteur. Si j'ai l'interrupteur, puis que je ne l'active pas, ben, je peux être dans un corps mince. Si j'ai pas l'interrupteur, puis je développe des mauvaises habitudes de vie, je peux être dans un corps gros. Je peux développer cette habitude-là qui va me faire gagner du poids sur le long terme, mais je vais avoir beaucoup plus de facilité à retomber à mon poids naturel qui est un poids mince finalement. Fait que des histoires de grandes pertes de poids qui se maintiennent dans le temps, c'est souvent ce type de personnes-là, que leur obésité n'est ou très peu associée à leur composante génétique, puis qui est beaucoup plus associée à leur comportement alimentaire ou leurs habitudes de vie de façon générale. Fait que quand ils modifient entièrement leur poids. Mais pour tous ceux que c'est causé en grande partie par cet interrupteur-là qui a été activé par l'environnement, donc on appelle ça l'effet de l'environnement sur la génétique. Fait que, la façon dont nos gènes s'expriment, c'est pas déterminé à la naissance, ils sont présents mais ils ne sont pas nécessairement activés. Bien, tranquillement, les choix que tu vas faire au courant de ta vie vont faire que ça se peut que tu l'actives. Puis tu as beau changer, par exemple, tes habitudes de vie, tes habitudes alimentaires, bien, tu ne vas pas nécessairement avoir le même jeu au niveau de ta perte de poids que quelqu'un qui n'a pas cette composante-là héréditaire-là parce que tu ne peux pas la changer, la composante héréditaire. L'interrupteur est toujours présent puis il va toujours exister. T'sais. Fait que c'est pas tout le monde qui peut perdre le poids à même vitesse. Pas du tout. Puis ça, ce serait de aussi présumer que tout le monde devrait perdre du poids. C'est pas tout le monde qui devrait faire une perte de poids parce que on peut perdre du poids par un changement d'habitude de vie puis que ça soit positif. On peut perdre du poids par un changement d'habitude de vie puis que ça soit négatif. Ces deux choses-là coexistent puis ces deux choses-là sont vraies dans l'absolu. Puis tu peux développer une obésité en ayant des bonnes habitudes de vie. Tu es juste extrêmement sensible au niveau de ton interrupteur. Puis tu peux développer de l'obésité en ayant des vraiment mauvaises habitudes de vie. Ça aussi, les deux coexistent. Tu sais, souvent, quand on entend le discours de dire les gens, justement, en situation d'obésité, on doit être empathique, on doit pas faire de discrimination. Il y a plein de monde qui sont comme « Ouais, mais telle personne, elle lâche, telle personne, elle mange mal, elle fait pas d'efforts, tout ça. » Ça, c'est pour une partie. L'autre partie ne devrait pas être affectée par ça. La problématique, c'est de mettre tout le monde dans le même bateau. Puis là, après ça, tu pousses la réflexion plus loin. Tu prends juste ceux que je te parlais qui sont, entre guillemets, le cliché de la personne en situation d'obésité. Bien, ça, on a essayé de faire de la littérature sur le fait d'être rough avec eux puis de créer du changement par la discrimination ou par, justement, la grossophobie ou peu importe. On a remarqué que c'était pire. Ça les faisait encore plus gagner du poids, développer des mauvaises habitudes de vie, détériorer leur santé physique et mentale. Fait qu'encore là, cette attitude-là envers l'obésité n'a pas lieu d'être des deux côtés, mais c'est important de comprendre que c'est vraiment pas tout le monde qui est dans le même bateau. Puis la phrase cliché à dire, c'est « on est tous inégaux face à l'obésité à cause des composantes génétiques, environnementales, socio-économiques, de façon générale. » Poser une question, ça va être bizarre un peu. Là. Non, mais je suis down que tu sois dans un safe space où tu dis des trucs qui sont politically pas corrects parce que souvent, quand je parle de ça, les gens à l'autre bord de la caméra... Ils vont se poser la même question que moi. Ils vont se dire ça. Fait que si tu la poses pas, je peux pas y répondre, tu comprends? À quel point il y a l'obésité qui peut être génétique et tout, avoir qu'on pourrait appeler un surplus de poids ou un poids plus massif que d'autres. À quel point ça devient problématique
au niveau de la santé. Ouais, c'est comme, regarde, c'est facile pour moi prendre du poids, puis moi, j'en suis un de ceux-là. Mon métabolisme de base, moi, c'est le running gag, là, je regarde une palette de bacon, je prends du poids. Là. OK? C'est gros cliché, puis j'ai un ami qui, lui, il mange une palette de bacon, il prend du muscle. Il n'y a rien à comprendre. Mais comme, au niveau génétiquement, moi, je suis pas facilité, on pourrait dire. Ouais. Mais à quel point, là, tantôt, tu mentionnais aussi là, tes 3 types de mangeurs. Mm-hmm. Il y a des mangeurs qui ont, des personnes en situation d'obésité qui ont quand même une meilleure santé versus d'autres personnes qui ont de l'obésité. Mais à quel point ça devient too much, puis que là, les risques d'infarctus, de problèmes de santé, problèmes de genoux, musculaires, ossature, ça vient impacter la vie. De santé. C'est une full bonne question. Puis ça a été énormément posé en littérature aussi. Puis on appelait ça la recherche Health at Every Size. Okay? La santé à tous les formats corporels. Ça, c'est dans les années 2010 à 2020. Ça a été comme la débandade totale parce que là, il y avait beaucoup de nouveaux paradigmes qui étaient mis de l'avant. Genre, mettons, le fait que quand tu vieillis, ben là, ton poids devient un aspect protecteur de ta capacité à survivre à tous les types de causes de mortalité. Fait que tu diminues ton risque de cause de mortalité si tu as un poids plus élevé que quelqu'un d'autre étant âgé. Mais pas quand tu es jeune. Tu comprends-tu la différence? Ouais. Fait que, tu sais, là, c'était de découvrir, OK, mais c'est la masse musculaire qui est hyper importante, puis le fait de s'alimenter assez. Fait que t'es mieux d'alimenter trop une personne âgée, entre guillemets, que pas assez. Ça veut pas dire que tu vas entretenir un poids élevé toute ta vie, mais là, c'était un premier paradigme qui était brisé. Même chose pour... il y en a plein là, à ce niveau-là. Ça s'appelle le Obesity Paradox. Puis ça a aussi beaucoup été étudié en mix avec le Health at Every Size. Puis au final, aujourd'hui, ce qu'on en conclut de ces genres de 10, 15, 20 années-là de recherche à ce niveau-là, c'est que oui, ça existe. La santé à tous les types de corps. Par contre, chaque cellule adipeuse en surplus, on va dire, de la normalité, a un effet néfaste sur la santé. Même si, entre guillemets, ton obésité est juste causée de façon héréditaire, puis tu as les meilleures habitudes de vie au monde, on peut pas, comme chercheur, puis je dédouane tous ceux qui le font là, pour pouvoir, entre guillemets, épargner les gens de cette apparence de grossophobie-là, mais on peut pas dire qu'une cellule de masse adipeuse n'a pas d'effet néfaste sur la santé. C'est inflammatoire, c'est vivant, une cellule adipeuse, puis ça va, de façon métabolique, causer du dommage, entre guillemets. Ça veut pas dire que toutes les pertes de poids sont bonnes, par contre, parce qu'on peut avoir un trade-off négatif chez quelqu'un qui a des super belles habitudes de vie et un surplus de masse adipeuse. Le trade-off de faire la diète ou de prendre la médication pour perdre du poids, il peut être négatif, même si on enlève du danger relié à la masse adipeuse. On crée du danger ou une diminution de la qualité de vie par la médication, par la chirurgie bariatrique, par peu importe. Fait que ça aussi, c'est aussi à remettre en question, même quand on accepte le fait que la masse adipeuse, c'est pas souhaitable dans la vie. Puis là, encore là, je vais mettre un bémol, la masse adipeuse au niveau abdominal. Parce que ça, c'est un autre paradoxe qui a été défait à cause du fait qu'on évaluait, on faisait de la recherche en nutrition par des hommes sur des hommes, mais on a réalisé que tout ce qui est gras au niveau sous-cutané, au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau des hanches, au niveau de la poitrine, n'avait pas d'impact sur la santé, littéralement. Fait que là, on a réalisé qu'en mettant les femmes dans le même bateau que les hommes, quand on parlait de niveau de dangerosité relié à l'IMC, on faisait fausse route, on faisait une méga gaffe. Là. Parce que le même niveau d'association de risque de cause de mortalité pour un homme et pour une femme, la différence, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est entre 30 et 31 pour un homme. C'est le classique que tu débutes, le genre de range d'obésité. C'est genre 36 pour une femme, là, le même niveau. Là. Fait que tu sais, le gap est énorme, mais encore là, il y a beaucoup de chercheurs qui vont dire « Ouais, mais on s'en fout parce que chaque cellule adipeuse en surplus, passé le 30, a une augmentation du risque. » Puis c'est pas faux. Mais encore là, il faut réfléchir plus loin. C'est est-ce que l'enlever la cellule augmente ou diminue ton risque, même si, entre guillemets, dans l'absolu, elle est néfaste? Puis la réponse à ça, c'est non. C'est pas dans le cas de quelqu'un qui a des super belles habitudes de vie, qui a un poids plus élevé, donc plus forte masse adipeuse, mais aussi plus forte masse musculaire. Souvent, dans ces cas-là, cette personne-là ne va pas bénéficier de perdre du poids. Fait qu'elle va bénéficier d'améliorer ses habitudes de vie. C'est là de l'amélioration à faire. Mais comme tout le monde va bénéficier d'améliorer ses habitudes de vie. Fait que là, c'est de changer le shift puis de se dire, OK, il faut arrêter de parler du poids. Même si on le sait que le gras, même si on le sait que tout ça, il faut parler des habitudes de vie. Tu sais, je sais que c'est l'essence même de ton podcast aussi, dans les valeurs même, puis c'est pour ça, entre guillemets, que je suis là, mais c'est de se dire, OK, bouger, manger sainement,
Ça paraît simple, on le vulgarise le plus possible, on essaie de l'intégrer, mais c'est ça qui est important. C'est pas le chiffre, c'est la balance. Moi, c'est le cas que j'ai remarqué drôlement fin 2024. On parle de poids parce que c'est tellement facile, c'est subjectif. C'est objectif, c'est la donnée. Tu embarques sa balance, le chiffre, il est là. Mais la réalité, c'est que on le sait tout, là. Je pense que c'est ça que tu allais dire. Le muscle pèse plus. Une livre de muscle comparé à une livre de gras, un muscle est pas mal plus petit. Là. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Puis si tu commences à perdre du poids, comme moi, ma situation, tu sais, c'est pas. Je suis pas pesant. Là. Mais j'ai été pendant plusieurs mois à pas changer de poids, mais je voyais je me regarde devant le miroir en sortant de la douche, c'est pas le même corps. Fait que là, tu comprends pas pourquoi les deux sont pas reliés. Là, ça marche pas, mais là, il faut que je perde 1 livre par semaine. Ouais, mais attends. Puis là, le danger, c'est que tu crées mettons, tu as déjà développé des belles habitudes de vie pour te rendre là. Tu vois pas que ça bouge. Fait que là, tu commences à tomber dans le côté, je corrige mes habitudes de vie vers du négatif. Pas assez alimenter ton activité physique. Commence à augmenter ta restriction rigide. Je fais la loupe avec ce qu'on parlait tantôt. Augmenter ta période de désinhibition. C'est là que les gens regagnent le poids perdu. Dans une volonté de vouloir en perdre plus, ils finissent par en regagner. Fait que ça, c'est hyper tricky à jouer avec. Puis c'est pour ça qu'on ne met jamais la balance au centre d'une intervention. Puis tu sais, si tu savais là, tout ce qu'on prend en compte statistiquement pour faire des suivis de poids, chaque personne ever qui se pèse puis qui essaie de faire un suivi de poids en disant « Ouais, non, je me pèse aux semaines juste pour voir. » C'est comme « Dude, tu comprends pas comment c'est compliqué. Là. Juste pour standardiser ce suivi de poids-là avec nos cycles hormonaux, mettons pour une femme, c'est tellement compliqué. Essaie pas de faire ça toi-même. Je suis pas capable encore de le faire. Je suis au doc puis je vais devoir le faire dans pas long. C'est comme, tu réalises pas que cette donnée-là, elle veut rien dire. Genre, elle est tellement pas interprétée quand tu la regardes sur ta balance, elle veut littéralement rien dire. Elle veut peut-être juste dire que tu es allé à la salle de bain le matin ou non. Elle veut peut-être dire que ton microbiote il était affecté par la médication que tu as pris pendant que tu étais malade. Elle veut peut-être juste dire que tu as accumulé plus d'eau à cause de la quantité de sel que tu as mangé qui n'était même pas néfaste sur ta pression. Il y a tellement de facteurs qui expliquent ton poids tous les jours et qui l'influencent. C'est pas une donnée sur laquelle on veut se fier. Puis même l'IMC, mettons, là, ça c'est un autre sujet de discussion qui est polarisant comme le poids. Mais maintenant, des chercheurs en obésité, là, ils arrivent dans les congrès, puis sur leur name tag, on faut souvent écrire, mettons, décris ta recherche en 3 mots, mettons, puis, ou en 2 mots, ou n'importe quoi. Puis il y en a plein qui écrivent juste « fuck BMI ». Puis ils remettent complètement en question tout ce qui est d'utiliser le poids comme marqueur de santé, d'utiliser l'IMC comme marqueur de santé. Puis quand nous, on le fait de façon individuelle, on est encore plus dans l'erreur. Parce que quand tu le fais des niveaux populationnels, ben, tu peux voir des trends, tu peux voir des associations, fait que ça peut t'aider à faire des analyses statistiques. Quand tu es dans le personnel, il n'y a rien de moins safe que de dire plus je vais perdre du poids, plus je vais être en bonne santé. Fait que si quelqu'un peut sortir de quoi de ce podcast-là, c'est bien ça. De délaisser la balance, sortir les batteries, là, la mettre dans une armoire, puis de la sortir quand ton professionnel de la santé va te le demander, de la sortir quand ton nutritionniste va te le demander, de la sortir quand ça va t'apporter un bénéfice de voir justement si ton suivi après 0, 6 mois, 1 an va bien. Mais tu sais, au final, ton marqueur de réussite, là, mets-le sur autre chose. Mets-le sur le nombre de fois que tu as eu ton bon apport en fruits et légumes par jour. Mets-le sur le nombre de fois que tu es allé faire du sport dans ta semaine, le nombre de minutes. Mets-le là, ton marqueur de réussite. Je te garantis que tu n'auras pas besoin de suivre ton poids pour te motiver. Tu n'auras pas besoin de suivre ton poids pour t'assurer que tu ne falls pas off. Tu le sais si tu fall off. Tu vas moins t'entraîner, tu cuisines moins, tu es plus au resto. Ben, tu n'as pas besoin du poids là, pour te le dire si oui ou non ça l'a changé. C'est une fausse perception de sécurité que ça te donne de, je sais pas moi, faire une semaine au resto puis de voir « Ah, ça n'a pas bougé. Ouf! » T'as pas de ouf à avoir. Tu viens de développer l'habitude de manger 5 fois au resto, ce qui est pas mal, ce qui est pas grave, je veux dire, mais qu'on veut changer. T'sais. Tu le sais déjà que tu veux le changer. Pourquoi tu as besoin du poids pour te satisfaire ou te faire dire ouf, je viens de passer proche? La vérité, c'est que ça va influencer ta prochaine semaine puis ta semaine d'après de façon différente que ce que tu penses. T'sais. Anyway. Tu me devances un peu sa prochaine question parce que justement, je vais te poser comme question si quelqu'un veut changer. Il y a un client qui t'appelle, je veux perdre du poids. J'en ai 5 fois semaine. Puis tu sais, on peut prendre quelqu'un en situation d'obésité. Là, on parle de ça depuis le début. Là. Ouais. Je veux changer.
comment tu le vois, toi? C'est quoi les trucs On commence tout le temps par analyser ce que la personne fait. Puis essayer de voir si dans ses habitudes de vie, c'est quoi les endroits névralgiques. Puis, comme nutritionniste, oui, on parle de nutrition, mais comme l'activité physique puis le sommeil, c'est deux parties intégrantes aussi qui vont venir impacter ta santé métabolique, mais aussi ta faim et ta satiété. Tu peux pas commencer par la nutrition, sachant absolument rien de son sommeil et de tes habitudes de vie. Tu commences par les habitudes de vie, puis là, tu viens mettre des objectifs aussi bidons que de dormir 8 à 9 heures par nuit. Aussi bidon que de bouger 150 minutes par semaine, que ce soit par 5 fois 30 minutes ou 10 fois 15 minutes, peu importe, juste de bouger. Que ce soit de la marche, de la course, de la haute intensité, de la basse intensité. On commence par la baseline. Là. Si tu fais ça, on commence à parler de nutrition, puis là, on va se mettre des objectifs au niveau de qu'est-ce qui est, entre guillemets, le plus névralgique pour toi. Fait qu'on regarde la proportion de fruits et légumes de ton alimentation, la quantité de protéines que tu manges, quel type de source de glucides que tu as dans ton quotidien, c'est quoi ta fréquence de source de protéines. Fait qu'on vient miser 100% sur les habitudes de vie, les comportements alimentaires. 0 sur peser sa bouffe, 0 sur la précision, le grammage, la restriction rigide, comme on parlait tantôt. On mise entièrement sur le développement de comportements alimentaires sains. Puis par quoi ça passe, ça? C'est par établir des environnements alimentaires où c'est facile de faire le bon choix. Ça, c'est... Vas-y. Est-ce que ça nous amène, dans le fond, nos 3 types de mangeurs tantôt? Là? Ouais. Dans le fond, tu essaies de l'amener à ton mangeur conscient que tu expliquais le 3e que tu parlais. Là. 100%. Parce que, tu sais, ça, c'est là 2-3 ans que j'ai publié ça. Puis, tu sais, au final, la littérature continue d'évoluer sur le fait d'être intuitif puis d'écouter ses signaux de faim. Puis, c'est hyper fort, c'est hyper marqué. Puis, c'est la raison pourquoi aucun nutritionniste, normalement, font compter les macronutriments ou les calories d'un client pendant vraiment longtemps. Souvent, c'est dans des buts éducatifs au début. Mais tranquillement, tu veux le faire développer sa sensibilité à ses signaux de faim. Apprendre le portionnage, dans le fond. Là. Tu le fais au début, puis après ça... Puis encore là, selon moi, c'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de faire ça pour enseigner à manger selon certaines proportions. Encore là, c'est des différentes approches. Mais au final, le but ultime, c'est d'être capable d'avoir les outils d'éducation, de dire c'est quoi un repas complet? Qu'est-ce que je mets dans mon assiette pour faire un repas complet? Comment j'écoute ma faim? Quand est-ce que ma satiété est atteinte? Quand est-ce que je devrais intégrer une prise alimentaire pour pouvoir vivre sa vie puis avoir des comportements alimentaires le plus intuitifs possible? Par contre, ça, c'est comme la première étape à comprendre ça, mais rapidement, tu réalises que c'est une question d'environnement. Si ton frigo il est plein d'aliments qui ne sont pas justement dans les composantes qu'on veut mettre, fait que des grains entiers, des fruits et légumes en masse, puis des sources de protéines, si tu n'as pas tout ça dans ton frigo, je te garantis que le choix facile, ça va être de commander, ça va être de te faire quelque chose qui est incomplet, fait que juste des glucides, un plat de pâtes ou peu importe. Mais au final, c'est pas une question de volonté, c'est une question de facilité. Fait que quand on travaille avec quelqu'un, c'est de créer un environnement alimentaire, tranquillement pas vite, avec l'épicerie, avec son garde-manger, avec où est-ce qu'il mange, est-ce qu'il mange au resto ou à la maison, etc., pour faire des choix faciles. Pour que les choix sains, fait que ce qu'il a appris de base, ce qu'on lui a enseigné, à la place que ça devienne ça de difficulté, ça d'effort que ça prend pour les accomplir, ça prenne le même niveau que les choix malsains, on va dire, je te garantis que même si c'est le même niveau, ça va être le choix sain qu'ils vont faire. Parce que tranquillement, tu développes l'énergie, tu développes la digestion saine, tu développes ta capacité à être fonctionnel dans ta vie, des recettes, à être allumé, des recettes, des goûts. Puis là, tu te fais comme, OK, le choix, entre guillemets, moins sain versus le choix sain, je le choisissais juste parce qu'il était plus facile, pas parce que je manquais de volonté. T'sais, tu manques de volonté parce qu'il est trop difficile. Abaisse le niveau de difficulté pour faire ce choix sain-là. Tout le monde qui veut perdre du poids ou qui veut changer, qui n'est pas bien dans son corps, tout ça, ils ont toute cette attitude-là de dire hey, je veux, mais crème, on dirait que je manque de volonté. Et non, tu manques pas de volonté. C'est que ton choix, le choix le plus proche, dès que tu commences à faire des efforts, il est tellement facile comparé à l'autre que c'est vrai que ça demande une volonté infinie, pratiquement pas faisable dans ton cas. Mais diminue ce range-là. Intègre, achète plein de fruits et légumes dans ton frigo. Tu vas y perdre la première fois. Mais après ça, tu vas te sentir obligé de les cuisiner et tu vas vouloir. Puis en les cuisinant, tu vas découvrir que tu les aimes. Puis que c'est pas parce qu'ils sont cuisinés par toi qu'ils sont pas bons. Puis quand tu développes des skills de cuisine, ça peut être peut-être même meilleur qu'au resto parce que tu fais exactement le choix de ce qu'il y a là. Il y a plein d'évolutions là-dedans. Ça commence à l'épicerie. Clairement. Et
Je dirais qu'avant l'épicerie, ça commence par l'éducation. Si. Ça commence à l'épicerie. C'est là que je vais apporter. À l'école, tu es un peu plus jeune que moi, mais moi, le cours de cuisine au secondaire, ça n'existe plus. Là. Ouais. Oui, tu as un cours du guide alimentaire en secondaire 4 dans un cours de 15 minutes assis d'éduc. Ouais. Puis c'était le vieux guide, fait qu'on comptait des portions encore, malheureusement. Puis moi, ce que j'ai remarqué, ma facilité, depuis que je suis en appartement, comme, si à l'épicerie, je n'achète pas de Joe Louis, mais j'en mangerai pas chez nous. C'est pas dans ton environnement. J'en ai pas. Puis c'est le même principe que tu disais. Pour moi, faire de l'effort à aller chercher un Joe Louis, ça a l'air niaiseux, mais il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que j'aille au dépanneur, l'acheter. Si réellement, là, comme on dit, on serait accro au sucre, on serait accro à la malbouffe, etc., puis c'était quelque chose de comme une drogue, là. Tu le ferais, l'effort, là? Un coquet qui a besoin de sa coke, qui va en faire des efforts en tabarouette pour avoir sa coke. Je te garantis que tu feras pas tout cet effort-là pour un Joe Louis. Là. Fait que c'est vraiment une question d'environnement alimentaire. Puis encore là, il y a des gens pour qui ils vont se rendre jusqu'à faire le déplacement pour aller chercher cet aliment-là. C'est des situations souvent différentes quand tu es dans un processus de restriction tellement fort que tu as des inhibitions hyper fortes. Puis là, justement, ça peut créer des comportements compulsifs. Je réduis pas tout ça à ça. OK? Je réduis pas tous les comportements altères à ce qu'on discute, mais chez beaucoup de personnes qui écoutent en ce moment, ça va être ça. Développer un environnement alimentaire différent. Puis tu as raison que ça commence à l'épicerie, du sens où que le plus ta communauté... on parlait du code de l'hérédité tantôt, mais il y a un chercheur qui s'appelle Benoît Arsenault qui dit tout le temps cette phrase-là, que notre poids est en très grande majorité affecté par 2 codes, le code génétique puis le code postal. Le code postal, c'est les infrastructures qui entourent ta maison, c'est le niveau socio-économique de ton quartier, c'est le nombre d'épiceries qu'il va avoir versus le nombre de dépanneurs, es-tu dans un désert alimentaire ou pas. Ça impacte énormément, finalement, les choix que tu vas faire. Ça va même impacter les goûts que tu vas avoir. Si toute ta jeunesse, ce qui était associé à le temps passé avec tes parents, c'était le McDo, mais je te garantis que ça va être positif pour toi, le McDo. Puis c'est correct, c'est émotionnel, l'alimentation, comment j'intègre ça dans ma vie. T'sais, c'est tellement compliqué, le comportement alimentaire. C'est pour ça qu'on parlait au début que c'est pas juste des macronutriments puis des micronutriments. C'est pas mal plus que ça, t'sais. Fait que juste ce fait-là du code postal qui impacte, mettons, le fait que c'est émotionnel positif pour toi d'aller au restaurant, ben c'est pas pareil que quelqu'un qui allait jamais au restaurant, qui a des parents qui ont une super belle éducation en nutrition, qui avait aussi l'argent pour prendre le temps de t'enseigner à cuisiner. Ça coûte plus cher cuisiner essentiellement quand t'as pas des skills, quand tu calcules le temps et tout ça. Fait que, clairement que la mère monoparentale de 3 jobs n'a pas le temps de cuisiner. Fait que, on vit tous dans des contextes différents qui font qu'au final, si on vit avec, notre situation d'obésité n'est pas expliquée par les mêmes choses. Tu sais, le désert alimentaire, ça, c'est un sujet qui m'intéresse quand même vraiment beaucoup. Puis, veux-tu l'expliquer rapidement? C'est quoi? C'est justement quand, mettons, on ferait une cartographie de la disponibilité de certains types d'aliments, on va dire qui constituent l'assiette saine qu'on a évaluée comme étant le guide alimentaire canadien aujourd'hui, qui, by the way, est très backé par la littérature faite par des chercheurs. C'est vraiment, vraiment sharp. On se rend compte qu'il y a des endroits physiques où tu te places au Québec sur la carte où tu es à plus de X nombre de kilomètres de ces opportunités-là. T'sais. Fait que c'est comme ce qu'il y a souvent de plus proche où il y a des sources d'alimentaires, c'est des fast-foods puis des dépanneurs, mettons. Fait que des fois, il y a pas beaucoup de fruits frais, légumes frais. Des trucs frais, même que ce soit fruits, légumes ou même sources de protéines à cuisiner, par exemple. La disponibilité au niveau aussi monétaire. Là, fait que, les épiceries ou les trucs dans les DEP qui sont vendus, qui sont frais, sont beaucoup plus chers vu que c'est un endroit où il n'y a pas de compétition, etc. Fait que, au Québec, on est super bon là-dedans. Là. On fait de la cartographie beaucoup, même dans notre propre centre de recherche. On est bon et on n'en a pas beaucoup, le désert. Non, c'est vrai, on est bon là-dedans. Mais on les cartographie quand même parce que ça a un impact énorme sur le futur de la santé des gens qui vivent dans cette région-là. Et au Québec, ça doit être principalement le nord du Québec, les places les plus difficiles. Là. Oui, clairement. Mais là, j'avoue que je m'avancerai pas non plus sur les places en ville parce qu'il y en a. Là. Oui. Coin de Limoilou, etc. Mais encore là, j'ai pas étudié ça moi-même. Là. Vraiment... Si ça vous intéresse, les auditeurs, Will Tennyson, c'est un YouTuber. Un YouTuber, pas culturiste, mais un YouTuber de fitness. Qui a eu des gros problèmes de body dysphoria, qui en parle souvent. Puis dernièrement, dans la dernière année, il a pris une tournure documentaire. Oui. Il fait des documentaires de 30 minutes.
à peu près. Dans souvent des déserts alimentaires aux États-Unis. Aux États-Unis. Puis il explique, puis c'est un Canadien en plus, le gars. Puis il explique, il s'en va sur place, puis avec la caméra, puis il montre, regarde, je suis à l'épicerie, il y a 3 bottes de laitue, that's it. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que tu sais, ça revient à tout l'aspect, quand je parlais tantôt, on parlait d'environnement alimentaire de notre maison tantôt. Je parlais du frigo, du garde-manger, tout ça. Mais ça, c'est l'impact qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Puis nous, comme nutritionnistes, c'est là qu'on interagit. Comme chercheurs en santé publique ou en prévention de la santé, c'est là qu'on réalise que la plus grosse manœuvre qu'on peut faire, c'est au niveau, justement, de l'offre alimentaire. Ça aussi, on est bon au Québec pour évaluer notre offre alimentaire. On devient bon pour le faire. Dans notre centre de recherche, on le fait beaucoup aussi. Puis c'est vraiment une question de dire, OK, au niveau gouvernemental, les changements, les lois qu'on peut faire pour réglementer puis créer de l'offre qui font qu'on a besoin d'intervenir au personnel, mais qu'on intervient vraiment plus fortement au niveau environnemental, au niveau sociétal. Puis c'est là qu'on a la plus grosse poussée quand on regarde sur 10, 15, 20 ans. On s'entend, ça ne règle pas le problème de ceux qui sont là. On a encore besoin du 1v1 puis du personnel. Mais depuis une couple d'années, encore aujourd'hui, il faut mettre de l'argent, du temps dans changer ces infrastructures-là parce que c'est ça qui a le plus d'impact quand on regarde au niveau populationnel. Fait que, l'environnement, ça part de micro, ça va jusqu'à macro. Puis on a un environnement de vie, on a un environnement social aussi. C'est qui nos amis, c'est quelle école qu'on va, avec qui on traîne. Il y a l'environnement culturel, le Québec. Il y a l'environnement, justement, gouvernemental, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada qui décide, qui fait des lois, tout ça. C'est toutes des choses qui impactent notre santé au final. Ça paraît super macro, super dur à s'imaginer, mais au final, faut être conscient que ça a un impact. C'est juste un exemple bien concret au gouvernement du Québec, les histoires d'ouverture des épiceries ou les épiceries qui n'ont pas le droit d'avoir plus de temps d'employés un dimanche soir. C'est juste un exemple concret. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Je fais juste dire que c'est un exemple concret que le gouvernement a de l'impact. Il y a main mise. Ben oui, 100%. Puis toutes nous, on a quand même été témoins et cobayes de plusieurs campagnes de santé publique qui ont fonctionné. Là, je sais que ça vape en masse là, chez les jeunes, là, mais nous, notre âge, au niveau de la cigarette, on a vraiment réussi au Québec à réduire ça. Tu regardes ailleurs dans le monde, là, ils n'ont pas réussi pantoute. Voyager, là, puis vous remarquer que le Québec, ça fume pas. Puis même intrinsèquement, il y en a plusieurs, je suis sûr, qui se disent genre, c'est en dedans de moi le fait que je trouve ça dégueulasse de fumer. Puis ça veut dire qu'on a réellement réussi à changer l'environnement de ces jeunes-là, de nous les jeunes, pour réussir à nous convaincre, entre guillemets, que sans faire d'effort, je fais pas d'effort pour pas fumer, tu comprends? Je fais juste pas fumer parce que j'ai ça en dedans de moi que je le sais que c'est mauvais pour ma santé, puis c'est pas positif de devenir addict à la nicotine, par exemple. Fait que là, on vit la même chose avec la vape, puis ça va probablement, il va y avoir des campagnes de sensibilisation qui vont être faites de la même façon. Fait qu'à chaque fois, il y a du monde un peu, il y a des batchs sacrifiés, entre guillemets, quand on découvre des nouvelles choses, mais ça, c'est pour n'importe quoi au final. Même chose pour tout ce qui est les fruits et légumes, l'activité physique, l'importance de l'activité physique. On a eu beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là. Fait que je pense qu'on est, entre guillemets, moins pire que nos parents. Souvent, j'ai beaucoup de monde dans ma clientèle ou dans mes participants de recherche que c'est comme mes parents, ils n'en mangent jamais de légumes. T'sais. Jamais, jamais, jamais. Là. Puis c'est pas. Si c'est des légumes, c'est des patates jambon. C'est des patates, là. Ce qui faut aucun sens que tu aies dit jambon comme légume. Là. Mais dans le sens, c'est le repas, c'est patates jambon. Là. Ah oui. Fait que, c'est de dire que eux autres, clairement que c'est dur là, de changer leurs habitudes, mais ils ont été dans notre génération où les fruits et légumes, ça a été un peu plus martelé. Fait qu'ils consultent en nutrition. Ils sont pas capables d'intégrer, là, mais ils ont consulté en nutrition, ils ont conscience de ça, de leur santé. Leurs parents, ils ne consultent pas nécessairement. Ils n'ont pas réussi à avoir cet impact-là de la campagne qu'il y a eu. Fait que c'est important, les changements gouvernementaux qui se font. Il y a beaucoup de miss, il y a beaucoup de hits. C'est juste qu'il faut être en paix avec ça puis continuer de mettre de l'argent là-dedans. Au niveau de la cigarette, on peut remercier Gilles Lépine, l'épisode numéro 6. Si vous voulez en apprendre plus sur De Facto, allez-y. Puis l'activité physique. L'activité physique, exact. Pour conclure, s'il y avait un aspect de la nutrition d'aujourd'hui, un trend à éliminer, quelque chose à ajouter, prends la tournure positive ou négative que tu veux, lequel tu ferais demain matin? On dirait que là, dans le mood que je suis, parce que là, tu sais, j'ai déjà beaucoup sensibilisé sur la restriction, mettons, puis je retournerai un peu dans la nutrition sportive, puis dans l'aspect plus athlète.
Parce qu'au final, pour moi, un athlète, c'est sur un spectrum de quelqu'un de sédentaire à l'athlète élite. On devrait tous être actifs. Donc, on se retrouve tous sur le spectre de la nutrition sportive. C'est impacté par nos besoins, tout ça. Les recommandations changent, mais reste quand même que pour moi, c'est pas une dichotomie. Il n'y a pas les athlètes qui vivent quelque chose puis les gens normaux qui vivent autre chose. C'est un spectre. Puis, le pourquoi j'explique ça comme ça, c'est de dire que la fameuse mentalité d'athlète élite qu'il faut être brisé, qu'il faut être malheureux, qu'il faut être continuellement en train de se taper sa tête, d'être plus précis, être plus parfait. Pour moi, c'est pas ça la réussite sportive. Puis je pense qu'on a beaucoup d'idoles qui ont valorisé ça, qui comptent parmi... C'est des doigts de nos mains, là, littéralement, sur lesquels on peut compter ce type de personnes-là sportives d'élite qui ont réussi. Mais pour moi, il y en a plusieurs là-dedans qui n'ont pas réussi. T'sais, au final, tu as beau avoir été le plus grand sportif de tous les temps de ton sport. Si au moment de ta retraite, la seule chose que tu as envie de faire, c'est mettre fin à tes jours, je suis désolé, tu n'es pas mon idole puis tu n'as pas réussi. Ou tu as complètement explosé ta santé qui fait que toutes tes années qui suivent, tu n'es pas capable d'en profiter. Tu n'as pas réussi non plus. La réussite sportive, pour moi, c'est beaucoup plus holistique. Ça prend en compte beaucoup plus de choses. Puis ça vient avec le dire d'un athlète heureux, c'est un athlète dangereux. T'sais. Pour moi, ça, c'est clé. Puis c'est vraiment la mentalité que j'aimerais partager le plus possible dans mon message. Puis ça, en lien avec la nutrition, d'alimenter sa performance, mais c'est vraiment de se dire que d'être dans ce modèle-là très américain, de dire qu'il faut être brisé, cassé, puis qu'il faut être rough, faut être méchant. Cette mentalité-là américaine de si quelqu'un a quelque chose, ça veut dire qu'il te le prend à toi. Pour moi, ça, là, c'est zéro la réussite sportive. Puis c'est pas comme ça non plus qu'on va inspirer nos jeunes à plus bouger. Parce qu'au final, n'importe quel athlète élite que tu peux être, ça peut être de gagner ta vie, ton but, mais reste que t'inspires. T'sais. Puis la façon dont tu vas le faire, cette victoire-là de gagner, impacte selon moi si tu as réellement gagné ou non. Fait que ça, je le changerais totalement. T'sais. Puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, puis dans le monde du biathlon, j'ai aucune idée c'est quoi le mindset, mais il y en a tellement des sports que c'est comme ça, puis c'est grave comment ça a fait que oui, il y en a 5 qui ont réussi, puis que c'est hot. Là, Michael Jordan, il était pas fin, puis genre, il avait une attitude probablement horrible avec ses coéquipiers. Il a brisé du monde autour de lui. Pour moi, c'est pas ça la réussite. Là. Genre, je te dirais que moi, mon parallèle est surtout avec le monde des affaires. Oui, probablement. Être multimilliardaire, mais t'es pas capable de rentrer souper le soir, ou tu travailles le samedi puis le dimanche, t'es écœuré, t'es sur le bord, tu sais, à Québec, il y a une couple d'années, il y a un avocat très connu de 53 ans qui a mis fin à ses jours dans un parking dans le Vieux-Québec. Tu plus réussi. Ah oui. C'est pas ton compte de banque. On valorise cette attitude-là. En ce moment, c'est full la mode. Puis je trouve ça weird qu'on ait repogné ce beat-là. Mais moi, je trouve que dans mon entourage, il commence à avoir un changement. Puis j'espère qu'avec le podcast, je puisse faire ce changement-là. Ouais. Puis ce que je dis toujours, c'est que bien souvent, des athlètes qui réussissent très bien au niveau des sports, c'est qu'ils en mangent. Ils feraient même pas un autre job tellement qu'ils en mangent. OK, t'aimes ça jouer au hockey? Ouais. Quand ça va venir ta job de jouer au hockey? Pas pareil. C'est pas pareil. OK, ouais, mais là, tu sais, vous avez des jobs. Moi, j'ai une job qui est pas être sportif. Il y a des matins que tu te lèves, ça te tente pas. Mais là, quand ça te tente pas, là, un matin, t'as 2 heures de ski à roulette, puis cet après-midi, t'as un hack de 4 heures. Ouais, OK, ça te tente pas? T'as 6 heures d'activité physique à faire. Veux-tu savoir de quoi? Demain, t'en as 5h30 encore à faire. Tu sais quoi? C'est encore du ski, c'est encore du hike, ou tu vas aller faire du vélo, tu vas aller faire du kayak. Fait que, avoir le plaisir dans ce que tu fais, puis avoir la liberté de pouvoir choisir de le faire. Quand ça devient ta job, parce que tu es un athlète professionnel... T'accordes au cou, là. T'accordes au cou, puis on n'en a pas abordé avec toi. J'en ai abordé avec Amélie Gauthier, qui fait de l'ultra-trail. Quand vous êtes professionnel, puis qu'il y a des contrats de millions de dollars sur votre tête, là, parce que littéralement, c'est ça, vous êtes une marchandise, vous vendez des souliers Puma, vous vendez des pantalons Nike, des t-shirts Adidas... Ben, si vous ne réussissez pas votre course puis vous en perdez 2-3 en ligne, vous avez une blessure puis votre contrat il est pas tant bon, bye-bye. Ouais. Ton $1 million, tu l'as plus. Là. Puis tu peux pas compétitionner l'année d'après si tu n'as pas fait le quota. Puis là, si ton identité, c'est ton sport, c'est là que tu as envie de te mettre une balle dans la tête, malheureusement. Puis c'est pour ça que je te dis que c'est pas une dichotomie. C'est pas les athlètes sont d'un bord puis les gens normaux sont de l'autre. Les athlètes, c'est des gens normaux. Je suis désolé, j'en ai côtoyé des gars qui font des millions. Là, puis je suis des gars de la NHL en nutrition. Là. Tu réalises rapidement là, que sont gifted, c'est des talents innés.
Puis même dans mon propre Puis ils ont travaillé. Puis souvent, c'est justement une partie de leur don d'être excessivement disciplinés, d'avoir une obsession pour leur sport qui est plus que de l'amour. T'sais. Moi, je le sais là, que mes objectifs sportifs m'obsèdent. Mais c'est la grosse différence, puis c'est par ça que je voulais amener quand tu parlais, la différence entre all-in ou all-consume. Est-ce que tes buts t'obsèdent puis te nourrissent ou ils te consument? Puis à n'importe quel athlète élite qui écoute ce podcast-là, j'invite à réfléchir là-dessus. Parce que du moment que tu réalises que tu es en train de te consumer, il est peut-être même pas trop tard. Là. Puis ça se peut que tu sois au sommet de ta performance. Ça se peut que tu sois le meilleur de ton sport. Peut-être que tu n'écoutes pas ce podcast-là. Là. Mais tu sais, tu peux être vraiment à des niveaux incroyables de performance puis être en train de te consumer. Là. Michael Phelps, il le faisait. Là. Michael Phelps, il a tout raflé. Il a marqué l'histoire de son sport. Le nageur, les Olympiques. Des Olympiques de façon générale. Il y a 2 tentatives de suicide déjà à son actif. Tu comprends? Fait que pour moi, il y a vraiment cet aspect-là de tu veux être nourri par ce que tu fais, même si c'est une obsession. Même si, souvent, j'entends aussi ça dans les plus jeunes. Là, tu disais justement, ta chambre d'écho était pas si pire en termes de changement de mentalité, mais chez les jeunes live, là, c'est bad. Là. C'est vraiment en mode TikTok, je me lève à 3 h du matin, je me suis couché à minuit, je pars des business, je mets tout mon argent dans mes business, puis genre, c'est cette genre d'attitude-là de moi, je vais plus au party parce que je vois plus des gens, parce que les gens ils nuisent à mon objectif. Toute cette rengaine-là absurde. Puis pour moi, c'est des gens qui se consument. T'sais. Puis au final, pour moi, même si tu réussis à atteindre ce que tu pensais être le sommet, là, si tu es en train de te consumer, c'est pile là, que tu vas réaliser que tu as fait une erreur. Tu sais, là, les athlètes de très haut niveau là, qui ont marqué nos sports, puis qui disent que quand ils gagnent le championnat, ils sont soulagés. Là. Ça, moi, du moment que j'ai entendu ça d'un athlète, puis il se voulait inspirer en disant ça. Okay? C'était hot pour lui de dire ça. Puis le monde, les Américains qui recevaient ça, ils l'ont mis « Hey, check, ça comment c'est malade. » Il était tellement obsédé par son sport puis la victoire qu'il est pas content, il est juste soulagé. C'est horrible. C'est horrible, c'est le pire scénario. Imagine, tu as travaillé 10 ans de ta vie pour atteindre quelque chose, puis la sensation que tu as, c'est le soulagement. Ça veut dire que tout ça, honnêtement, t'a mené à te consumer et zéro à te nourrir comme personne. Fait que, puis je pense pas non plus qu'il y a des gens des fois qui vont penser que tu peux pas atteindre ces niveaux-là sans être consumé, puis il y a plein d'exemples qui montrent que c'est faux. Puis ils sont juste pas valorisés. C'est pour ça que je pense qu'il faut commencer à, sans dire dévaloriser ces athlètes-là qui se consument, mais de survaloriser ceux qui, justement, se nourrissent par cette obsession-là de la performance, de la passion. C'est ça, la passion. La passion, ça te consume pas. La passion, tu te lèves le matin, tu as le goût d'aller t'entraîner. Tu as le goût d'aller faire ton 5 heures de hike. Tu sais, moi, mettons, je m'entraînais 6 heures par jour avant de me blesser. 2 fois 3 heures. C'est vraiment rare les moments que j'ai pas le goût d'y aller. Il y a des moments que j'ai pas le goût de faire le workout. Il y a des moments que j'ai peur d'avoir mal. Il y a des moments que j'ai pas le goût de souffrir pendant 3 heures. Mais l'envie de m'améliorer, ça n'a jamais changé. Ça a jamais. Je suis blessé, là, puis j'essaie tout le temps de me dire que toute cette énergie-là, il faut que je la canalise vers le fait de récupérer. Qu'est-ce que je peux faire de plus sans me consumer, au contraire, en me nourrissant de cet objectif-là pour devenir un meilleur athlète, mais aussi une meilleure personne, un meilleur frère, un meilleur fils, un meilleur chum, mari dans mon cas. Fait que tu sais, c'est de comment je peux justement utiliser tout ça pour du positif au final. Puis des exemples d'athlètes qui se consument puis qui sont en train de se consumer, on en voit plein sur des podcasts puis qui valorisent un peu ça, puis tu fais comme « Ah non, partage pas ce message-là parce que tu vas le réaliser un jour que tu faisais une erreur. » Moi, je me suis blessé. C'est ça que je dis là, qui a mis fin à ma carrière. C'est sûr que ça n'a vraiment pas aidé. Dirais-tu que tu étais un peu étant très obsédé par tes objectifs, que tu étais un peu en train de te consumer? Oh oui. Ouais? Je réfléchissais hier soir, justement. J'avais vraiment de la misère à m'endormir. Normalement, moi, je me couche puis je dors. Là. Puis là, ça fait des gros mois que je travaille. Là, je commençais à calculer puis j'ai fait OK, ouais. Non, là, je dirais pas mon horaire là, parce qu'on est live, là, mais j'ai une hostifie d'horaire de fou. C'est exagéré. Puis, tu sais, moi, la compétition, là, c'est ce qui me passionne. Vraiment beaucoup. Excessivement, qu'on pourrait dire. Mais il y avait des moments que faire le sacrifice de l'entraînement, ça c'est venu me consommer. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que... Avec du recul. Avec du recul, puis avec la conversation qu'on vient d'avoir, je pense que c'est vraiment ça qui a mis fin à ma carrière. Parce qu'il y a eu le dernier entraînement que j'ai eu, là, j'ai appelé ma mère en broyant, puis j'ai dit, mais j'aime plus ça. Ouais.
Mais compétitionner, là. Ouais. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à. Tu l'as recyclé dans autre chose? Je l'ai recyclé dans autre chose. Après ça, je me suis mis dans les affaires, en business. J'ai arrêté le biathlon. Il y a plein de gens qui se consument dans plein de domaines, puis c'est vraiment touché. Puis je pense que le fait que tu le réalises, après ça te permet de partir sur un autre point. Puis ta blessure, si justement tu étais en train de te nourrir de ton sport, ben tu l'aurais probablement soit fait opérer ou peu importe c'était quoi, là, tu l'aurais pris le temps de la régler. Peut-être le temps était venu que tu tires la plug, là. Mais il y a des fortes chances, surtout que tu l'as pris jeune, cette retraite-là, ben, surtout si tu avais des bonnes performances, surtout si tu étais comme, genre, sur une lignée que ça augmentait, ben, que tu t'es consumé jusqu'au point d'arrêter. On a des exemples débiles au CrossFit de ça. La dernière année complète que j'ai faite, moi, j'ai jamais gagné de médaille d'or sur le circuit civil. Okay. Avant la dernière année, j'avais gagné une médaille de bronze, une médaille d'argent en 5 ans sur le circuit. La dernière année, à chaque fin de semaine, j'étais au moins une fois sur le podium ou 2. J'ai fini en arrière d'un Ontarien sur la Coupe Québec. Mais j'étais le premier. J'étais le numéro 2, le premier Québécois dans la liste à la fin de l'année. Et j'avais eu c'est l'année juste que t'as arrêté. 2 médailles. Mais l'année d'après, l'été, je me suis blessé. Je me suis blessé à l'été. J'étais à 1 minute des gars en ski. Commotion, pété l'épaule. Quand je suis revenu en ski, j'étais à 13 minutes. Je suis revenu à 3 minutes pour le restant de l'automne. Après, il y a eu la sélection des Jeux du Canada. Puis, j'ai pas fait l'équipe. J'avais plus de force dans le bras. Ouais. Fait que j'étais à 1 minute, j'étais revenu à 13, j'étais revenu à 3. À un moment donné, j'avais comme plus de passion de m'entraîner. Mais j'ai arrêté en janvier 2015. Septembre 2015, j'avais une entreprise. T'as fêté tes 10 ans? Ouais, j'ai fêté mes 10 ans. Ouais. Puis en septembre 2015, j'avais une entreprise. Mm-hmm. J'avais un autre défi, j'avais une autre compétition, j'avais de quoi de nouveau qui t'allumait, qui m'allumait, puis que qui te nourrit. Faut que ça te nourrisse. Quand tu t'entraînes, là, puis tu aimes le voir, le développement, quand tu commences, il y a plein de façons de le voir. Il y en a qui disent donne-toi une chance. Tout le monde, même les meilleurs, ont été un débutant un jour. Donne-toi une chance d'être pas bon. D'être débutant, oui. Mais la chose qui est le fun quand tu débutes, commence le piano, là. Si tu n'as jamais joué de piano, là. Tu vas faire ça avec tes doigts. Là, j'ai déjà joué du piano en plus. Tu vas faire la petite vache. Là. Puis à un moment donné, après une semaine, si tu joues 2 heures par jour, là, tu vas savoir c'est quoi un accord de C majeur. Je te le dis. Là, puis tu vas le faire les yeux fermés à un moment donné. Là. La progression, tu le vois vraiment rapidement. Puis littéralement au début, tu mentionnais c'est pas linéaire la progression. C'est exponentiel négatif, là, si je ne me trompe pas. Fait que, tu sais, les premières semaines, la progression, t'as vois vite. Puis après ça, t'as le Kruger-Dummer effect. Là. Ouais. Puis, mais c'est le fun de commencer. T'as quoi de nouveau? T'apprends quoi de nouveau à chaque minute, chaque seconde, quand t'es néophyte dans un élément. Puis souvent, ça te nourrit bien plus parce que t'as pas de pression, t'as pas rien qui t'oblige à le faire de base. Là. Tu commences de quoi de nouveau, t'es pas bon dedans, t'es clairement pas obligé de faire ça, probablement. Là. Fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là où que justement, t'es capable d'utiliser ça de façon hyper positive. Puis, je pense que t'es pas obligé de tout le temps vouloir te rendre au bout de la performance de quelque chose, tu sais. Le but, là, essentiellement, on s'entend, c'est cliché, mais de ta vie, c'est d'être heureux, là, tu sais. Fait que, puis, on parlait, on peut faire le lien avec la santé aussi, mais tu sais, le bonheur et la santé, c'est la même chose. C'est pas quelque chose que t'achètes, puis que t'as, puis que, je l'ai parfait, je l'ai chez nous, j'y touche plus, je l'ai. Non, c'est loué, c'est une location, là. À tous les jours, le rent is due, le loyer, il faut qu'il soit payé. Puis à tous les jours, entre guillemets, il faut que tu te mettes dans des conditions qui vont te mettre heureux ou il faut que tu choisisses de l'être, entre guillemets. C'est la même chose pour la santé. Il faut que tu fasses des choix qui vont te permettre d'avoir cette énergie-là, de bien te sentir. Fait que, t'as mon âge, t'es un peu plus jeune, mais je sais pas si tu l'as déjà vécu. Moi, ça a commencé à peu près à ton âge. Là. Quand tu apprends qu'il y a des personnes de ton âge qui meurent. Puis là, on est encore jeune. On n'a pas 30 ans les deux. Là. Comme, hey man, un gars de 24 ans qui vient de se tuer en char. Ouais. La santé, c'est hyper fragile. Puis même, t'es même pas obligé de mourir. Du moment que t'as un proche ou toi-même, là, tu tombes malade, comme à l'hôpital, puis qu'il y a un risque, entre guillemets, c'est là que tu réalises que, man, la santé, là, justement, comme je te dis, c'est loué. Là. Puis là, justement, ton coût de location, il devient super cher. Là. As-tu déjà eu une mono? Non. Toi, oui. 15 minutes par jour de marche. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu as dû le réaliser à 100% que ta santé n'est pas garantie. Puis c'était peut-être même dans ta période athlétique. Tu étais peut-être le plus en forme. C'était 3 ans après. OK. Mais c'est comme... J'étais quelqu'un qui courait de 3 heures
non-stop dans le trail puis qui faisait des compétitions de biathlon, j'étais en forme. Putain, à ce niveau-là, mais hey, j'avais 21 ans, je pouvais marcher 30 minutes par jour. Si j'allais à l'épicerie, là, ça comptait dans ces 30 minutes-là. Ah ouais. Prendre une marche, puis comme mes jambes n'avancent plus, il faut que je m'assise. Ah, une mono, c'est vraiment rough. J'ai 21 ans, 22 ans. Qu'est-ce qui se passe? Fait que, ça tient qu'à un fil, tout ça. Là. Fait que, c'est hyper important, entre guillemets, de faire attention, mais ça te fait aussi réaliser que, justement, c'est une question d'habitude de vie, c'est pas une question d'effort. C'est pas parce que t'es lâche que t'as pogné une mono, là, je te garantis. Là. Puis il y a probablement quelqu'un qui appognera jamais la mono puis qui va être, entre guillemets, ce qu'on considère lâche toute sa vie. Là. Fait que, tu sais, il y a vraiment, quand tu demandais si c'était héréditaire, l'obésité, les maladies, de façon générale, c'est excessivement héréditaire aussi. Puis on veut pas le voir comme une finalité parce qu'on a tout le temps un pourcentage d'impact sur changer notre niveau de risque. Un pourcentage de chance, là, s'il y a 0,0001% que tu aies un cancer X, ben, guess what? Il y a une chance que tu aies un cancer. On comprend mal c'est quoi un pourcentage de chance de risque. Fait que quand on réduit nos pourcentages en faisant des changements d'habitude de vie, on se dit il y a très peu ou pas de chance que je l'aille. Ça existe toujours. T'sais. Puis je fais une loupe complètement folle avec le début de mon première expérience de tout est possible. Ben, c'est la même chose pour n'importe quoi. En performance sportive, là, ça, c'est une affaire qu'à préparateur mental, on a beaucoup travaillé. Puis on le sait quand tu écoutes beaucoup de sport, tout est possible. Peu importe qu'est-ce qui se passe, même si ta maladie t'oblige à décéder dans 1 an, tout est possible. Tout peut changer, tout est variable. Dans la vie, il n'y a rien de garanti. Ta santé n'est pas garantie, la victoire n'est pas garantie, le fait que tu sois heureux après avoir gagné, c'est pas garanti. Toutes ces choses-là. Fait que du moment que tu es dépendant du outcome, même si la variabilité est de 0,1%, tu peux pas être dépendant de ça parce que c'est pas garanti, c'est pas coulé dans le béton. Il faut que tu sois dépendant du processus parce que ça l'est à tous les jours, dans le moment présent, à chaque fois que tu évolues, ça, c'est coulé. Contrôler ce que tu peux contrôler. Ouais. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Ça veut dire quoi pour toi, être en santé? Être en santé, c'est avoir la capacité de pouvoir vivre une vie pleinement, que ce soit santé physique ou santé mentale. Parce que les deux, pour moi, sont autant importants l'un que l'autre, même si, entre guillemets, j'ai l'air de travailler en santé physique. Puis ça, c'est aussi hyper central dans ma pratique. La santé, c'est pas unidimensionnel pantoute. C'est multidimensionnel, multifactoriel. Puis c'est du moment que tu comprends ça, ben c'est là que tu peux appliquer un peu la mentalité de dire que la santé, c'est loué, puis c'est pas acheté, puis qu'à tous les jours, entre guillemets, tu veux te mettre dans des positions pour ressentir, entre guillemets, ces bienfaits-là de la santé. Avoir de l'énergie, tu sais, être capable d'accomplir ta job, ce que tu veux faire cognitivement, être allumé, pas avoir des crashs, pas être irritable, être capable d'être patient parce que tu t'es bien alimenté, être capable de donner aux autres pour mieux recevoir. Tu sais, un aspect clé aussi de la santé que j'aime dire, c'est le fameux « the more you put in », là, le plus que tu mets dedans, le plus tu peux en ressortir. Mais la santé, c'est ça. Le plus tu vas en donner pour favoriser ta santé, le plus tu vas pouvoir en ressortir. Fait qu'au niveau de ce que tu peux accomplir dans une journée, au niveau de ta capacité à faire des défis sportifs, à te dépasser, à donner aux autres, à être patient, comme je disais. Fait que, il y a tout cet aspect-là de le plus t'en mets, le plus tu peux en ressortir. C'est pour ça, pour moi, la santé. C'est pas bien manger, bouger tous les jours. C'est pas mal plus général que ça. S'il y a des auditeurs et des auditrices qui veulent te suivre, prendre contact avec toi... Instagram, ma plateforme plus professionnelle. J'ai une plateforme d'athlète aussi si vous voulez suivre mon parcours de façon générale. Mais en plateforme professionnelle, c'est ben.nutritionniste. Sinon, sur ces plateformes-là, on peut trouver le lien pour prendre rendez-vous. Je fais de la consultation privée. C'est sûr que les rendez-vous ne sont pas dans la prochaine semaine. Là. Je suis étudiant au doc, là, fait que je fais ça à temps partiel. Mais comme je fais ça à temps partiel, je pense que je suis excessivement dédié à cette clientèle-là. Fait que si ça vous intéresse de plus en parler, de parler de vos propres situations, là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Là. Il y a une liste d'attente, tout ça. Fait que le lien du site web est dans ma bio Instagram. Good. Fait que bon rétablissement. Vraiment. Yes. Merci. Good. Merci d'être venu au podcast Santé Sport. Yes. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. À bientôt.